Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature. Ici Loïc, du côté de la France, je suis accompagné ce soir de Jean. Salut Jean, de l'autre côté du monde. Salut Loïc, bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ça fait super plaisir d'être en votre compagnie ce soir. Moi aussi, et effectivement, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous écouterez cette émission. Donc aujourd'hui, on va parler d'un album sorti chez Panini Comics, un album qui s'appelle comment déjà ? Les Ombres du Flambeau, je l'avais oublié. Donc le premier album consacré à la Haute République et à la phase 3, donc qui est sorti là récemment chez Panini Comics. Alors, avant qu'on commence, on va tout de suite vous rediriger vers notre partenaire littérature pour ces émissions spéciales littérature, qui est le groupe Star Wars Geeks Québec, Littérature Québec, je vais y arriver, je me suis déjà planté sur la dernière émission, le groupe Star Wars Littérature Québec, que vous pourrez retrouver sur Facebook, et on vous encourage vivement à rejoindre ce groupe et à interagir avec eux. Très belle communauté également, avec pas mal d'échanges très sympathiques. Ouais, et quelques podcasts aussi. Ils font aussi des podcasts. Ils font des podcasts maintenant. Voilà. Ouais, qui se posent sur YouTube et Facebook. Est-ce que Facebook a une option podcast ? Je ne sais même pas. Mais on peut les écouter. Joker. J'avoue que sur Facebook, j'y vais quand même très très peu, donc voilà. Ils postent surtout sur Facebook. Ouais, c'est ça. Claude, c'est le master de ce site-là. Il est très souvent sur Facebook. Et il poste très souvent. Il relaie aussi les news de Star Wars Universe, par exemple. Donc c'est pas mal. Même toutes les news littérature de manière générale, etc. quoi. Donc voilà, ça c'est pour le petit partenaire. On va tout de suite faire notre WhatsApp. Jean, est-ce que tu peux nous partager un WhatsApp Star Wars, une actu, quelque chose que tu as fait dans ce domaine ? Oui, alors très court, parce que notre dernier WhatsApp a été coupé. Ah, c'est bien ce qui me semblait, parce que je trouvais ça bizarre. J'avais l'impression qu'il manquait un bout. Ouais, pendant le roman, avec Seb et Julien, en fait, on est parti sur 20 minutes de WhatsApp à parler de Disneyland et de Galaxy's Edge. Donc, c'est vrai que c'était un poil long. Là, on va faire très, très vite. En VO, ce que j'ai relu récemment, ce que j'aurais peut-être pas dû, parce que en fait, je l'avais lu déjà en numéro un par un, quoi. Il y avait 4 numéros du comics Mace Windu. Mace Windu, par Bernardin et Gentil. Voilà. Le fameux qui est sorti. Alors, le premier album qui est sorti il y a quelques années ? Non, c'est le tout dernier. La nouvelle version. Ouais, la nouvelle mini-série qui est sortie récemment et qui est sortie en TPB, donc là, ce mois-ci en VO, qui sortira en TPB très certainement dans début 2025, j'imagine, peut-être fin 2024, je sais pas, chez Panini. J'ai tellement hâte de faire une émission sur ce tome-là, parce qu'on fera une émission sur ce tome-là, c'est obligé. Je suis pas sûr d'être de la partie, Jean, pour le coup. Pour qu'on rigole un peu. Parce que là, oui, pour que je puisse mettre un 0 sur 20 à nouveau à un comics Mace Windu. Voilà, exactement. Parce qu'on avait déjà critiqué vite fait, on avait déjà donné nos premières impressions avec Francis sur les deux, trois premiers numéros. C'est ultra moche, vous verrez. C'est Georges Gentil, encore le fameux, qui avait fait l'adaptation comics de Mandalorian, qui se charge des dessins. Alors, déjà que c'est très très moche, mais l'histoire de Bernardin, elle est mais osef au possible. Donc c'est un gros gloubi-boulga de merde. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais là c'est vraiment affreux, quoi. Si Jean le dit, c'est que vraiment vous pouvez être sûr que c'est vrai. Voilà. Et donc c'est triste pour ce personnage qui a donc, tu le disais, 2 mini-séries et 2 mini-séries vraiment pas terribles du tout. Alors qu'en Univers Légende, il avait quand même, alors pas forcément en comics, mais il avait quand même en roman en tout cas du contenu qui était plutôt intéressant. Oui. Avec de la profondeur, et là il est totalement massacré. Donc j'espère que
Disney ne répondra jamais à l'appel de Samuel L. Jackson et que le personnage restera mort. Parce que si on ne sait pas quoi faire avec, surtout ne le ramenez pas. Ouais. Mais Et là, par contre, à voir, il y a un roman sur lui qui sort là, le mois prochain en oui, VO. En octobre, non, ce mois-ci d'ailleurs, en VO, parce qu'on est le 2 octobre. on est en octobre. Ouais. Et bon, et l'auteur est relativement. Enfin, Seth disait que c'était un auteur très très connu il y a 20 ans qui a fait pas mal de romans Legends de qualité. Donc, bon, on espère un roman canon sur ce perso de qualité aussi. Ouais, tout à fait. Pour ma part, moi je voudrais parler de 2 comics qui sont sortis aujourd'hui à l'heure où on enregistre. Donc c'est des comics VO, donc je ne spoilerai pas. Pardon, je ne spoilerai pas afin que personne ne soit déçu d'informations, mais je voulais parler quand même de ce premier épisode de Battle of Jakku, Insurgents, je ne sais plus le sous-titre, où on va suivre en fait les événements qui se déroulent dès le lendemain de la bataille d'Andorre et qui vont nous amener petit à petit jusqu'à cette fameuse bataille de Jakku. Donc on va suivre nos héros principaux, hein, c'est alors pas forcément notre trio, mais au moins un duo de personnages principaux. Et alors, si j'ai trouvé que l'histoire était pas très intéressante, mais on est sur une mise en place, donc on est sur un démarrage. Par contre, je suis très, très, très en colère contre les dessins. Donc, c'est Leonard Kirk. Des dessins qui sont absolument catastrophiques. Donc, ouais, vraiment, c'est digne. Alors, le niveau, c'est Hyper Space Tales, tu vois, les albums. Je vois, ouais. C'est-à-dire que c'est en dessous même des albums jeunesse, quoi. C'est vraiment, c'est pas possible. Et à l'échelle, genre le gentil, t'en es où là? Parce que moi, je mets le Hyperspace au-dessus de gentil. Ouais, franchement, je pense que ça peut être pour moi, ça peut être entre les deux. C'est pas aussi mauvais que gentil, mais il y a même des décors hyper vides. Les personnages sont pas beaux. Tout ce qui est technologique est pas ouf non plus. Enfin, c'est vraiment. Je me dis, mais pour une série qui se passe juste après la bataille d'Andorre et qui doit nous montrer quelque chose un peu incroyable, hein, quelque chose qu'on aimerait bien voir au cinéma et qu'on n'a pas vu. Pour moi, alors, cette partie-là est totalement ratée. Après, je laisse encore pour le démarrage de l'histoire parce qu'on est sur vraiment de la mise en place. Donc, je me dis que peut-être le deuxième épisode sera plus intéressant, mais là, vraiment, c'est pas possible. C'est pour dire, c'est qu'il y a un backup dans le numéro, un backup qui concerne donc le Grand Moff, qui est le méchant de l'histoire, et le backup est mieux dessiné que l'histoire principale. Donc, c'est quand même souvent l'inverse. Hein. Pour les amateurs de comics le savent, souvent, c'est l'inverse. Donc, je me dis, non, c'est pas possible. On doit avoir du triple A. Je repense toujours à ce Vador abattu, qui est un blockbuster en comics, avec des excellents dessins de Mike Deodato Jr., par exemple. Et c'était ça qu'il fallait faire, en fait, pendant toute la durée de la série. C'est pas possible que Marvel arrive à passer à côté d'un truc comme ça. Et à côté de ça, on a des magnifiques couves de film auto et des intérieurs dégueulasses. Donc, c'est vraiment une déception, ce côté-là. Par contre, j'aime beaucoup ce qu'ils développent avec Leia. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire, mais j'aime bien qu'on revoie ça un petit peu. Et du coup, à contrario, j'ai lu le dernier épisode de la série Inquisiteur, donc le 4e épisode de cette série, que j'ai beaucoup aimé, avec des dessins qui sont, je sais pas combien de fois au-dessus de ce que j'ai lu alors que, c'est une série qui n'a aucune conséquence, aucune incidence sur l'univers principal. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça devrait être cette série Inquisiteur, que j'ai bien aimé, même au niveau du scénario. Ça devrait être au moins ça qu'on aurait dans la série Battle of Jakku. Donc voilà, encore raté pour Marvel. J'avais pas parlé de la conclusion de la série Vador, mais et de la série Star Wars qui sont pour moi catastrophiques toutes les deux. Mais Vador encore pire. J'étais très en colère. Alors pour ceux qui voudraient des captures d'écran, vous les trouverez sur notre Discord. Je les ai postées. Ou sur mon compte Twitter où j'ai fait un petit message dans l'après-midi quand j'étais pour exprimer cette colère et ne pas la garder afin qu'elle ne me transforme pas et qu'elle ne me fasse pas basculer du côté obscur. Tu parles des tomes de Star Wars et Vador là, qu'on chroniquera bientôt. Là, ça sera les prochaines émissions. Alors, ça ne sera pas les derniers tomes de chacune des séries Star Wars et Vador, mais les avant-derniers. Donc, les derniers suivront dans la foulée. Moi, je parlais vraiment des 2 derniers épisodes VO qui sont sortis, je crois, il y a 15 jours maintenant, un truc comme ça. Donc, et Battle of Jakku, donc, pour ceux qui ne suivent pas, qui est la série principale Star Wars. Donc, c'est d'autant plus triste de savoir. Ah ouais, non mais... Et qui suit donc toute cette période
post. Voilà, on a fini, on est arrivé à l'épisode 6, on a l'épisode 6, et maintenant on est en post-épisode 6. Donc ça doit être d'autant plus intéressant pour nous, fans de Star Wars. Et Marvel, je sais pas, ils y croient pas, ou je sais pas. D'autant que les deux relaunchs de la série Star Wars 2015 et celle de 2020, même si en qualité ça s'est peut-être dégradé avec le temps, avec le changement de dessinateur, les démarrages étaient souvent de très bonne qualité avec des gros. Oui, le démarrage était alors, je suis un peu plus mitigé pour Vador, mais le démarrage du premier arc semblait plus intéressant. Donc, je sais pas, quand on relance une série Star Wars, là, quelque part, je pense que ça peut quand même toucher peut-être même un plus gros public que les lecteurs de comics, parce que il y a des gens qui sont peut-être curieux, qui ont envie de savoir ce qui s'est passé juste après l'épisode 6. Donc, mettez-y les moyens, croyez-y, mettez des dessinateurs de qualité. Alors, côté scénario, je me prononcerai pas tout de suite, parce que on est, comme je l'ai dit plusieurs fois, on est sur une mise en place. Mais je sais pas. Voilà. En tout cas, c'était mon petit coup de gueule. Je suis pas venu genre dans une émission comics pour pas râler sur les comics quand même. Ça, exactement. Ça serait pas notre Loïc national. Alors, avant qu'on attaque notre sujet, Jean, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les dernières émissions que nos auditeurs ont retrouvées ? Bien sûr. Alors, en littérature, nous avons une critique comics dernièrement. On a critiqué donc le tome 7 de la série Star Wars, justement, qui traite de Dark Droid, du crossover Dark Droid. Nous avons eu l'autre littérature sur le roman, le dernier roman VO dispo ici. Donc, c'était Temptation of the Force, où c'était Juliane et Sébastien qui se joignaient à moi pour parler de ce roman. Une très très longue émission de 1h30, on va dire, en coupant WhatsApp. 1h40, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était 2 heures d'enregistrement avec le WhatsApp. Avec le WhatsApp, Alors, on a une excellente émission aussi des gamers qui ont critiqué le jeu Star Wars Outlaws, l'excellentissime, ou pas, jeu Star Wars Outlaws. Écoutez donc les avis il y avait JF, il y avait Sylvain et il y avait Aude qui nous donnaient leur ressenti de ce jeu-là. Et d'ailleurs, il y a du nouveau, pour ceux qui écouteraient cette émission, il y a des annonces qui ont été faites depuis l'enregistrement de l'émission. Complètement. Ubisoft a mis en place là une feuille de route, comme ils appellent, avec des mises à jour et donc les prochaines extensions qui sortiront, tout ça, blabla. Et on a eu aussi donc cet épisode-là, la critique de Lego Star Wars Rebuild the Galaxy. Alors je sais pas, j'ai pas encore écouté cette émission. Je l'ai pas écouté non plus parce que j'ai pas regardé non plus, mais je crois qu'il y avait Dany. Il doit y avoir Dany, Seb. Ouais, sûrement. En tout cas, voilà, c'est une mini-série en 4 dispo sur Disney+. C'est ça. Voilà, qu'on n'a pas encore regardé, donc Loïc et moi. Donc, non, on peut pas en parler. Donc, Jean, si tu es prêt, j'invite le passage en hyperespace. C'est parti, on va essayer de pas se planter cette fois. Tac. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et donc, voici ce merveilleux album, donc tout de noir vêtu et de magnifiques couleurs de sabre laser pour la cover, que nous allons critiquer ce soir. Alors, c'est un album qui est paru chez Panini Comics, je ne sais même plus combien il est. Je pense qu'il doit être dans les 18 € si je ne dis pas de bêtises. Donc, on se trouve Charles Soule au scénario, comme souvent, et puis on aura 4 dessinateurs, puisque cette mini-série a la particularité, en fait, d'être un album compilation. Je pense que je suis abonné, il faut que je vienne à chaque fois que c'est des albums compilation. Donc, on a 4 scénarios, 4 épisodes différents et 4 dessinateurs. On aura Ibrahim Robertson pour l'épisode 1, on aura Marika Cresta pour l'épisode 2, on aura Jetro Morales pour l'épisode 3 et 4, et enfin David Messina pour l'épisode 4. Et je l'annonce tout de suite, tous ces 4 dessinateurs sont meilleurs que le dessinateur de la bataille de Jabba. Qui était j'ai oublié le nom. Leonard Kirk. Ok. Est-ce que c'est lui qui va continuer cette série ou est-ce que je ne sais pas. J'ai pas osé aller voir et du coup je tends déjà le dos. Donc voilà pour les specs techniques. Et Jean, voilà, si tu veux nous en parler, nous faire des résumés ou peut-être on peut faire épisode par épisode. C'est comme tu. C'est ce qu'on avait discuté juste avant de commencer l'émission. C'est comme ces 4. C'est un recueil de nouvelles, on va dire, dans le format comics. Donc, on va faire un résumé par épisode et puis on va parler de l'épisode dans la foulée. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça me va. Je vais juste faire un mini intro. Enfin, tu as déjà fait une belle intro, mais pour compléter un petit peu ces informations. Donc, tu l'as dit, ça fait partie de la phase 3. En fait, en VO, c'est la toute première publication de la phase 3 qui a été faite en avance du premier roman Eye of Darkness, en fait. Et le concept. Non, vas-y.
Ah, pardon. Je- Et donc, le concept de ce mini-tome-là en 4 numéros, c'est de faire le lien, de faire les ponts entre la phase 1 et la phase 3, parce qu'il y a une ellipse d'un an entre ces deux phases-là. Et donc, ce tome-là va nous raconter les histoires de 4 groupes de personnages entre les phases 1 et 3. Donc, Différentes temporalités de cette année qui s'est écoulée. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je vais rebondir encore pour aller un peu plus loin, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce projet Luminous. La phase 1 a été lancée avec un roman adulte. La phase 2 a été lancée avec un roman jeunesse, enfin, young adult, pardon. Et cette phase 3 commence avec un comics, et je trouve ça vraiment intéressant que les médiums changent, en fait, par rapport aux entrées de phase pour permettre à tout le monde, en fait, d'avoir un petit peu son moment de gloire, de commencer, en fait, une phase. Voilà. Ouais, c'est pas bête, ça, j'avais pas pensé à ça. Ouais, je me suis fait la réflexion il y a déjà quelques mois, je pense, quand ils ont annoncé le comics ou quand le premier épisode est sorti en VO, et je me suis dit, c'est vrai que ça, c'est pas mal, au moins tout le monde a... Il n'y a pas la couverture que pour le roman ou que le comics. Donc ça, je trouvais que c'était une initiative sympa. Et maintenant, je te redonne la parole. Ouais. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Je trouve que c'est un tome compagnon, comme ils aiment bien dire ça en comics. Oui. Tu sais, quand tu as un événement principal et puis tu as un événement à part sur le côté, là, ça fait très tome compagnon. C'est un tie-in d'un roman. Voilà, un tie-in. Ouais, c'est un tie-in d'un roman. Ouais, c'est rigolo. C'est un peu le concept. Il faut savoir aussi, je ne sais pas si tu le savais, mais il y a aussi des liens avec le recueil de nouvelles Tale from Light and Life, qui est vraiment un recueil de nouvelles en prose, papier, quoi, que nous avions chroniqué parce qu'il était sorti en audiobook en début d'année. Et voilà, donc moi je trouve que ce tome-là, ça fait ça joue le même rôle que ce recueil-là, tu vois, c'est des petites histoires faisant le pont entre 1 et 2, les phases 1 et 3, avec des éléments de la phase 2 quand même. Si tu as lu la phase 2, tu as ces petits bonus-là parsemés ici et là dans ce tome, on le verra, vous verrez, c'est sympathique. Je sais pas, je pense que je suis passé... En tout cas, j'ai pas de souvenir de cette émission. Alors, c'est un recueil qu'on n'aura pas en français, parce qu'habituellement, les recueils de nouvelles ne sortent pas chez nous. Et elles sont plutôt publiées dans le magazine Star Wars de Guy Nemenin. Il y a quelques-unes qui sont publiées ou sur un site internet ici ou là. Donc, en tout cas, on ne les aura pas. Allez écouter cet épisode-là, parce que justement, on résume ces nouvelles-là. Donc, si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe pour les personnages de la Haute République, c'est vraiment sympathique comme recueil. En sachant qu'effectivement, si on ne le lit pas, on n'est pas perdu non plus. Non, voilà. C'est suffisamment accessible pour. Tu parlais du scénariste, donc Charles Soule, on va pas se le représenter encore une fois, à chaque fois, enfin, on parle un épisode comics sur 2, on va dire, mais j'avais quand même envie de dire que récemment, ce qu'il a fait, donc évidemment, c'est lui qui a écrit le premier roman de la Haute République, Light of the Jedi. Tu pourras me reprendre avec les titres français, parce que toi, tu as les titres en français. La lumière des Jedi. La lumière, voilà. Je m'en souviens, parce que des fois, j'ai des trous aussi. Voilà. Désolé si je fais un peu d'anglicisme. Et c'est lui qui conclura aussi la Haute République, enfin, du moins les romans adultes avec la vague 3, la phase 3, et le Trials of the Jedi, qui est le titre de son deuxième roman. Le gars a fait que 2 romans, en fait, dans la Haute République. Ouais, mais bon, il fait plein de choses aussi à côté, donc on n'en veut pas. Voilà. Non, complètement. Après, il a fait quasiment que du comics. Et il faut dire que, en ce qui concerne ce tome-là, de le Shadow of Starlight, donc, il trouve, d'après lui, il trouve que c'est son meilleur travail, son travail préféré, ce qu'il a fait de meilleur, en fait, dans la Haute République. Donc, rien que ça. Donc, c'est lui qui qualifie son travail de ce comics-là de qualitatif. En fait. Je ne suis pas d'accord du tout. Mais... Après, voilà, est-ce que c'est commercial? C'est peut-être un move commercial. Ouais, après, je sais pas. On n'a pas vraiment de retour sur les ventes de la phase 2. On sait que l'accueil était quand même plus mitigé que la phase 1. Et je me demande si c'est pas en fait le moyen, surtout de dire au lecteur, ne lâchez pas en fait la 3e phase, voilà. même si vous n'avez pas aimé la phase numéro 2. Quoi. Ça. Moi, je le vois comme ça. Ouais, non, complètement. Et ça fait très move. Ouais. Il avait fait la même pour le roman qu'on a chroniqué récemment. Là, il a sorti une hot take aussi qui sort un peu de nulle part. Là, ok, bon, il en sort des pas mal, le Charles Soule, mais on l'aime bien. C'est le jeu, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, en comics, à part les crossovers un peu bidons qu'il a fait récemment, il a quand même fait du très bon Vador, du très bon. Non, mais bien sûr. En dessinateur, par contre, j'aimerais bien revenir sur les 4, parce qu'en fait, c'est tous et toutes, d'ailleurs, des dessinateurs, dessinatrices qui ont fait juste un petit peu de Star Wars, pas tant que ça, en fait, mais ils ont fait énormément de trucs à côté. Donc, Marvel, DC, Image, indépendant, tout ça. Par exemple, on va prendre le premier
Ibrahim Robertson, lui, il a fait le one-shot de Jabba the Hutt, c'est pendant la Oui, oui, guerre des chasseurs de primes, qui nous avait bien oui, plu graphiquement, du moins. oui. Jabba était très très bien fait, et, ce qui est rare dans les comics d'avoir un Jabba bien fait. Ou alors c'est un niveau de... On se dit le dessinateur est plutôt balèze s'il réussit son Jabba, s'il réussit son Yoda. Ben, c'est vrai, hein, c'est des personnages qui sont difficiles hein, Voilà, à dessiner. à dessiner. Alors, il a fait quand même, dis donc, il a quand même fait pas mal de Star Wars. Et il a fait aussi un peu de Star Wars, un peu de Dark Vador, mais Un peu. en mode remplacement, c'était pas le titulaire de la Ouais, série. mais alors d'accord, mais attends, je compte 3 épisodes de Vador, je vois 2 épisodes de Yoda, je vois donc Les Ombres de l'Empire, je vois le Free Comic Book des Star Wars, je vois un épisode du TPB numéro 8, c'est pas mal quand même, c'est pas dégueu pour un mec visiblement qui a encore une petite carrière peut-être, qui est pas si importante que ça. Ouais, voilà. Donc Ouais, c'est vrai que son Yoda était très bien aussi, c'est vrai que... Ouais. Ouais. Donc lui, voilà. Ensuite, tu as Marika Cresta. Ah pardon, tu voulais rebondir. Non, en fait, je voulais dire qu'après, il avait beaucoup officié sur du Old Man Quill chez Marvel, du X-Men, du Iron Man, du Logan, mais pas mal de mutants, visiblement. D'accord. Ok. Voilà. Super. Ensuite, tu as Marika Cresta. Donc là, pareil, qui est un nom assez connu dans la sphère comics. Elle a juste fait les 5 premiers numéros de Dr. Aphra, la seconde série qui est sortie en 2020. Elle avait commencé, mais elle n'a pas continué, malheureusement, parce que c'est dommage. J'avais beaucoup aimé ce début de série Aphra 2020. C'était très, très beau. Elle a fait aussi un peu de Dark Vador Black, White and Red. Et elle a fait le fameux one-shot de Ken Naka, sorti récemment en VO. Et quelques numéros de la phase 2 et 3 de la Haute République, mais pareil, pas en tant que régulière, en tant que remplaçante, entre guillemets, je ne sais pas trop comment. Oui, en fait, quand on a, quand zut, excusez-moi, je trouve pas mes mots. Quand les dessinateurs sont un petit peu en retard, effectivement, elle va intervenir à ce niveau-là. C'est ça. Après, elle n'a pas fait grand-chose. Elle a fait un petit peu de Captain Carter, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Elle a fait du Spider-Verse, si je dis pas de conneries. Ouais. Et un autre personnage féminin, je sais plus. Ouais. Donc, rien de bien encore significatif, mais en même temps, il faut bien aussi commencer par quelque chose. Donc, on peut avoir des dessinateurs comme ça qui seront dans peut-être 5-10 ans des pointures en fait du truc. Ça, c'est possible. Ouais. Et puis c'est marrant parce que Marika Cresta, c'est un nom que j'entends régulièrement dans les émissions comics que j'écoute ça et là. Tu sais, c'est un nom qui me revient, enfin qui m'était pas inconnu quand j'ai lu le truc. Je sais pas, c'est un nom qui catche bien. Après, tu as Jetro Morales, lui, pareil, qui a fait donc la série donc The Blade, la lame de la phase 2 de la Haute République. Ah oui. Voilà, il a fait l'épisode Empire du tome anniversaire du Retour du Jedi. Un peu de Bounty Hunter, enfin non, juste le dernier numéro de Bounty Hunter en fait. Un peu de Star Wars, un peu d'Aphra, un peu de... ouais. Je vois qu'il a fait un TPB qui s'appelle Edge of Spider-Verse que j'avais beaucoup apprécié. Donc, je vois que c'est lui, donc c'est intéressant. Ouais. Pareil, c'est quelqu'un qui est au démarrage de sa carrière, donc je trouve ça quand même surprenant qu'on leur confie du Star Wars aussi facilement. Et d'ailleurs, tu l'as vu dans Battle of Jakku, parce qu'apparemment, il a fait... alors, justement, je suis sur la même page que toi, je pense, Jean. Là, ce sont pas les épisodes c'est pas l'épisode numéro 1, tout ça. On a le 3, le 4, le 5. Donc, tu vois, tu posais une question tout à l'heure, est-ce que c'est lui qui va faire tous les épisodes? On peut prier et se dire que, visiblement, il devrait y avoir d'autres dessinateurs. Même si, sur les épisodes 3, 4, 5, là, on a quand même... sur l'épisode 3, on a Kirk qui est encore crédité. Donc, on verra. Peut-être qu'ils se partageront l'épisode. Peut-être qu'il dessinera un autre backup. Ou, voilà. En tout cas, on verra. En tout cas, ce sont de jeunes dessinateurs à qui on confie. Alors, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, c'est une série compagnon. Donc, il n'y a pas de... C'est pas une série leader de la Haute République, mais pourtant, je trouve qu'elle va nous amener des éléments qu'on va retrouver dans le roman introductif. Donc, c'est quand même pareil. C'est quand même important. Dans l'ordre de la Haute République, c'est quand même important. Et il y avait le petit dernier du numéro 4. Alors lui, il est en duo avec Morales, d'ailleurs. C'est David Messina, que nous on avait déjà vu sur Han Solo et Chewbacca, notamment la mini-série qu'on avait beaucoup aimé, et quelques numéros de War of the Bounty Hunter aussi. Donc pareil, un jeune dessinateur, mais qui promet. Tout à fait. Voilà pour les specs. Ça, c'est les specs techniques. Tu nous fais un petit résumé de cet épisode 1 ? Allez, on commence, l'épisode 1. Donc, suite à la chute de Starlight, donc tous les Jedi de la galaxie sont rappelés sur Coruscant. Lors du grand meeting au Sénat, le Conseil Jedi met en place le Guardian Protocol pour lutter contre les Nihil.
Yoda revient au temple avec une étrange figure, celle d'un certain Azlin Rel, un ancien Jedi qui a quitté l'ordre car il aurait touché le côté obscur et qui pourrait aider les Jedi à vaincre les Nameless. Malheureusement, le Darkseid étant trop fort en Azlin, il va détruire complètement une ville pour empêcher les Jedi de se rendre sur la planète des Nameless, pensant les sauver tous. Voilà, vite fait. C'est vraiment 3 phrases. On peut rentrer plus en détail. C'est ce qui se passe en fait, hein. Il n'y a pas non plus. Alors si, parce qu'on pourrait rajouter qu'effectivement, on est dans les premiers jours après la chute du flambeau stellaire et qu'on est un peu dans cet aftermath, ces conséquences où tout le monde se pose des questions, tout le monde s'interroge, tout le monde doute, tous les Jedi ne sont pas sûrs, etc. quoi. C'est ça. On recherche encore les survivants ou les disparus, on ne sait pas ce que sont devenus chacun. Donc tout ça, c'est abordé dans cet épisode. J'ai une précision importante qu'on n'a pas dit. Hein. Tu vois, tu m'y fais pas penser, Jean. On va spoiler. Oui, tiens, on en avait parlé juste avant. On va spoiler. Donc, on va spoiler évidemment cet album comics, mais on aura des spoilers qui concernent le premier roman de la phase 3, donc L'œil des ténèbres, Eye of Darkness. Donc, si jamais vous n'avez pas lu ce roman et que vous souhaitez vous garder la primeur des informations, coupez cette émission, allez lire le roman ou l'audiobook, puisqu'il est sorti en français. Oui, il est sorti récemment. Ouais, il est sorti récemment. Et ensuite, vous pouvez revenir nous voir. Voilà. J'ai fait cette petite précision. Donc, je vais attaquer tant que j'ai la parole, je vais attaquer sur ma critique de cet épisode. Donc, c'est l'épisode que j'ai préféré des 4. Ouais. Justement, par cette ambiance qui est vraiment un peu presque apocalyptique. Hein, on sent. Enfin, moi, j'ai ressenti l'urgence chez les Jedi. J'ai ressenti le fait qu'ils soient complètement déboussolés et qu'on prenne des décisions absolument drastiques. Tu en as parlé un petit peu, mais on accélère le passage des Padawans au rang de chevalier, donc sans leur faire passer les épreuves. On va alors les sabre laser, avec les spécificités un peu fioritures, etc. Ça, c'est bien quand on est en période de paix. Par contre, là, c'est terminé. On va faire des sabres laser basiques parce qu'on en a besoin de beaucoup, parce qu'on va en perdre au combat avec des Jedi qui vont mourir, etc. Et donc, voilà. Et petit à petit, en fait, je trouve que ces éléments nous amènent, déjà un petit peu, encore une fois, les Jedi qu'on connaît, nous, dans la prélogie. Hein, on perd un peu le côté protocolaire en partie. Et surtout, je trouve que ça fait écho à la crise que les Jedi vont traverser au moment où le chancelier déclare la guerre en fait avec l'armée des clones. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des choses qui se répondent. C'est-à-dire que c'est un peu l'urgence. Alors, on n'a pas plus de background pour la prélogie, c'est vrai, mais on a cette urgence, cette dangerosité qui nous fait prendre des décisions peut-être hâtives et pourquoi pas derrière des erreurs. Je pense pour la prélogie au fait que les Jedi deviennent des généraux et qu'ils mènent des troupes au combat, donc à l'attaque, alors que les Jedi ne sont pas censés attaquer. Et là, on aura d'autres types d'action, même s'il y a des différences, puisque là, les Jedi ne veulent pas s'engager plus que ça auprès de la République, auprès des forces armées de la République. Ils sont encore réticents. Ils ont cette notion de « oui, mais nous, on est des Jedi, donc on n'est pas censé faire ça ». Et c'est, pour moi, déjà, peut-être un indice sur comment ça va se finir, ou comment les événements vont se passer pendant la phase. Et c'est ce qui fait, en fait, que quand les séparatistes attaqueront, les Jedi ne se poseront pas la question. Parce que là, peut-être que cette hésitation qu'ils ont aujourd'hui, on n'a pas la suite, hein, mais peut-être que cette hésitation va amener des morts, des catastrophes, des attaques des Nils qui prendront les Jedi et la République de court. Et ce qui fait que dans 200 ans, avec un nouveau conflit majeur, les Jedi ne se poseront pas la question, ils iront le faire. Et c'est ce qui va les amener à leur perte. Alors moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et pour le côté Azlin Rel, donc Azlin Rel, c'est ce personnage qui existait déjà pendant la phase 2, qui a basculé dans le côté obscur pour pouvoir étudier les sans-noms, la terreur sans nom, les nameless, et que Yoda va aller chercher pour pouvoir un peu nous donner, expliquer aux Jedi de cette époque c'est quoi les nameless
Et il y a du coup après tout un passage intéressant où Yoda va essayer de comprendre et d'étudier les connaissances d'Azlinrel à travers des visions de la Force qu'ils vont partager, que j'ai trouvé assez intéressantes. Vraiment, je trouve que ça plonge Yoda encore une fois dans une situation où on n'a pas l'habitude forcément de le voir. Je dis pas qu'il est en danger, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas à l'aise en fait avec tout ça. Même si voilà, il a du background sur les Nameless, hein, lui il était là pendant la phase 2, donc il sait des choses, même s'il ne le dit pas. Donc voilà, par contre, du côté négatif, je sais pas, Jean, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, mais donc quand j'ai lu le début de ce premier roman de la phase 3, j'ai l'impression qu'on nous a présenté des choses qui se passent dans le comics. Effectivement. Par exemple, on est d'accord, hein, sauf que les événements du comics sont censés se dérouler avant. Ouais. Je pense notamment à Azlinrel qui est amené au Conseil Jedi dans le roman pour la première fois. Et là, en fait, ça se passe avant et c'est censé être la première fois aussi. Bah, t'écouteras, on en parle justement dans l'émission sur Higher Darkness. Ça a été confusant pour nous aussi. Oui, je me souviens. Quelques recherches, en fait, il a été amené 2 fois au Conseil Jedi. Donc là, dans ce comics-là, c'est la première fois. Et après la destruction de la ville, comme on va voir plus tard, il a été ramené au Conseil. Et là, le Conseil le blâme pour avoir détruit la ville, justement. Donc c'est un peu confusant parce que c'est 2 événements très similaires. Et moi, pareil, hein, quand tu lis le roman, tu dis, mais attends, je l'ai lu dans le comics avant, vu que le comics était sorti avant. Et c'est censé se passer après. Voilà. D'autant que si je dis pas de bêtises, dans le roman, au moment où Azlin arrive avec Yoda, Elzar est là aussi dans la chambre. Voilà, tu as des personnages qui sont là et pas là dans le comics. Donc c'est 2 événements différents. En fait. Donc c'est quand même un peu surprenant, quoi. Ouais, c'est un peu dommage parce que c'est très similaire et c'est très confusant, donc complètement d'accord avec toi. C'est c'est George Mann qui a écrit L'œil des ténèbres? Ouais. Donc il n'y a pas eu trop de communication entre les deux là, je pense. En fait, je me demande, parce que on est d'accord que il y a très peu d'incohérences depuis le début de la Haute République. Donc je pense qu'il doit y avoir des trames qui sont assez détaillées quand ils font leur réunion tous ensemble, en disant « Ok, moi je m'occupe de ça, je m'occupe de ça, je m'occupe de ça ». Et je me demande s'il n'y a pas eu effectivement à ce moment-là une incompréhension où il y aurait, j'exagère un petit peu, mais en gros des tirés qui se seraient retrouvés dans le détail de la colonne du comics et dans le détail de la colonne du roman, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Qui sait. Et voilà, ce qui peut entraîner un petit peu cette confusion. Voilà. Non, mais techniquement, la venue de Azlinrel au Conseil dans le roman se passe donc après, hein, vu que ça se passe un an après. Alors que, et comme tu le disais, Elzar est absent dans le comics, donc ça fait penser. Et d'ailleurs, il y a aussi une visite des Jedi auprès du chancelier Linasso qui se déroule à peu près de la même manière également, hein, parce que donc, les Jedi vont la visiter en lui disant, elle leur demande, Maître Jedi, on aurait besoin d'un coup de main. Et la différence avec le roman, c'est que cette fois-ci, ils vont lui dire, ah écoutez, on ne sait pas, il faut encore qu'on en discute. Et dans le roman, ils vont l'envoyer péter. Voilà. Mais c'est ça. Oui. Donc c'est 2 événements différents, similaires mais différents, parce que justement dans le roman, ils font référence à la destruction de la ville par Azlin à la toute fin là. Donc à cet événement-là qu'on voit là à l'écran, alors que là on le witness en live quoi, dans le comics. Oui, nous on le voit en direct, effectivement. Et d'ailleurs, move super intéressant de la part d'Azlinrel, je trouve, que d'avoir pris le parti de détruire cette ville pour que finalement on n'aille pas au plus près des Nameless, pas forcément pour qu'on n'aille pas détruire les Nameless, mais au contraire pour qu'on n'aille pas tous mourir au contact. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, et que les Jedi n'aillent pas se sacrifier, quoi. Parce qu'à ce moment-là de la Haute République, là on est donc fin phase 1, enfin entre les deux, mais on est plus proche de la fin de la phase 1 que du début de la phase 3. Les Jedi ne savent pas encore ce que sont exactement les Nameless, donc ils ne sont pas censés savoir qu'à leur contact, ils peuvent mourir instantanément. Azlin le sait, lui. Lui, il a witness carrément les Nameless. Il les a étudiés, donc lui, il le sait. Il les a étudiés pendant 150 ans. Donc ça fait sens tu me diras, il a quand même détruit toute une ville pour juste ne pas récupérer une espèce de compas, une boussole en fait. On en parlera en clin d'œil, pour empêcher les Jedi d'aller sur la planète d'origine des Nameless pour se faire éradiquer par les bestioles, quoi. Donc c'est bizarre comme move. Moi je t'avoue, la première fois que j'ai lu ça, c'était avant le roman, encore une fois, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, la révélation finale est terrible, hein, quand tu vois la ville en feu et tout. C'est impressionnant. Mais moi, j'ai relu 2 fois l'épisode.
pour être sûr d'avoir bien compris. Et justement, parce que j'étais un petit peu perturbé aussi par cette double scène qui ressemble dans le roman, Ouais. par ces doubles Ah. scènes. Donc, j'ai relu 2 fois quand même l'épisode pour être sûr d'avoir bien compris ce qui se passait et les vraies intentions d'Asvin, en fait. Ouais. Asvin, personnage quand même, que je trouve très, très intéressant. Ah Vraiment, ouais, ultra charismatique là en plus. Ouais. Quand tu te dis que Ouais. voilà, c'est un jeune padawan en phase 2, donc 150 ans avant, c'était un humain. Tu le revois là complètement décrépit sans ses yeux, là, on l'a vu dans la case. Et puis, Tu il te arrive poses là la au question, conseil avec sa tunique pleine de sang. Ah ouais. Sa tunique Jedi, donc blanche, immaculée, qui est souillée par du sang. Enfin, je trouve que même graphiquement, c'est assez intéressant. Ouais. Mais écoute, je vais Et te ton avis, toi, rejoindre. Jean, du coup, sur l'épisode ? Voilà, sur l'histoire de ce numéro-là, je vais te rejoindre. Moi, j'ai adoré, en général, j'ai adoré le tome, mais cette histoire-là particulièrement, les liens avec le roman, moi, j'ai adoré ce numéro-là. Déjà, dès la première page, on l'avait vu, on voit la chute de Starlight, ça te met direct dans le bain. Ouais. C'est magnifique. Enfin, on verra au niveau dessin plus tard, mais direct, en fait, on a lu ou écouté donc la chute de Starlight dans le roman, Fallen Star, la chute de l'étoile. Là, on le voit visuellement, donc c'est encore plus impactant, je trouve. Et on met ça direct. Première page, tu ouvres le bouquin, première page, tu as ça. Et je trouve ça cool. En fait, on le verra dans les autres numéros. Chaque numéro commence par un point de vue différent, mais de cette catastrophe-là, en fait. Donc tu verras soit la chute, soit déjà le Starlight dans l'océan d'Iran, tout ça. Ouais. Voilà, je trouve ça intéressant d'avoir commencé chaque numéro. Il y a une thématique qui se répète, j'aime beaucoup ça. Et en plus, ça nous fait vraiment la continuité avec la phase 1. Enfin, oui, je complètement. trouve ça super intelligent. En fait. Ah oui, c'est-à-dire que oui. Non, quand on parle de pont entre les phases 1 et... Voilà, complètement. Et en fait, c'est une continuité pour ceux qui voudraient pas la phase 2. Enfin, c'est une super continuité. Ouais. Moi, je trouve que c'est super intelligent. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une très bonne idée. Au lieu de faire une ellipse, vas-y. Ah, pardon, excuse-moi. Non, c'est juste histoire de rebondir sur ce que tu disais, mais sans... c'est histoire de ne pas faire une ellipse sans qu'on ait vraiment rien à manger entre, quoi. Parce que un an, il se passe des choses. Oui. Alors, début de phase 3, dans le roman, on a un statu quo qui est quand même relativement différent de ce qui s'est déroulé dans la fin de la phase 1. Donc, on est content d'avoir des réponses dans ce tome-là, quoi. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Un petit point que j'ai beaucoup aimé, c'est un petit point visuel, graphique. Il y a un mur des disparus au temple Jedi, donc avec un certain nombre de Jedi qui sont... on ne sait pas s'ils sont morts, s'ils sont disparus, s'ils sont vivants. Et ce que j'aime beaucoup, donc c'est des petites tablettes un peu holographiques. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les dessins des personnages connus, en fait, reprennent notamment celui tout en bas à droite, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est celui qu'on avait avec, dans le premier roman Jeune adulte, voilà, celui-ci, pour ceux qui ont l'image. Et en fait, ouais, celui-là, il est connu, hein, c'était un des personnages principaux, un des Jedi principaux. Bref, en tout cas, certaines des illustrations sont des reprises des illustrations qui sont sorties pour accompagner les différentes phases. Il y a toute une série d'illustrations qui ont été produites, et j'aime bien qu'on réutilise comme si c'était des portraits in-universe, en fait, qui avaient été faits de certains Jedi. C'est le cas pour Porter Eagle aussi, par exemple. Oui, pour Stellan, pour Avar, pour... t'as raison, j'avais pas remarqué, mais effectivement, je me rappelle très bien de ces dessins promotionnels pour présenter les personnages présents dans les romans et pas encore les comics n'est peut-être pas encore sortis, pour avoir un visuel des personnages, et c'est effectivement le cas, c'est génial. Et j'aime bien, ouais, ça fait vraiment, je trouve, un clin d'œil. En plus, bon, alors, si tu l'as raté, hein, t'as rien raté, il n'y a pas de problème. Mais si tu le sais parce que tu suis la Haute République depuis longtemps, j'aime bien ce petit côté clin d'œil vraiment assez intéressant, quoi. Ouais. Voilà, c'est bien pour la petite anecdote. Ouais, non, très 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 cool, bien vu. Après, je vais un peu paraphraser ce que tu as dit, mais j'ai adoré la scène du Conseil Jedi qui met en place le gardien de protocole. Alors, c'est marrant, le gardien de protocole, donc le fameux système qui va faire graduer plus rapidement les Padawan, chevaliers Jedi, tout ça. Je pense pas avoir connu ça ailleurs que ici, en fait. C'est pas. En fait, c'était le cas. Alors, mais je sais plus si c'est une info un peu qui n'a pas été racontée, c'est-à-dire qu'on nous l'a dit, ou si c'était dans l'univers légende, mais c'était le cas pour la guerre des clones, où les épreuves ont été avancées. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Quand je disais tout à l'heure le miroir, c'est que pour moi, il y a un vrai miroir entre ce qui se passe là et la crise qu'on va suivre, nous, 200 ans plus tard. Maintenant, j'aimerais bien que
si jamais ils reviennent sur cette période de la guerre des clones, qui mentionnent le gardien de protocole Ouais. ici ou là, c'est juste pour faire un lien, ça serait Ah, ce sympa. serait génial. Ce serait Voilà. génial. Parce que c'est exactement la même situation, hormis le fait qu'évidemment ils sont moins attachés à la République qu'à l'époque de la guerre des clones. Et en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait voir entre la fin de l'épisode 2 et le premier épisode de la série Clone Wars, par exemple. Voilà, exactement, complètement. Ça pourrait faire partie de ça. Moi, De la même façon que peut-être dans ce nouveau gardien de protocole, on obligerait les Jedi à porter des morceaux d'armure. Ça pourrait faire partie, Ouais. en guise de protection supplémentaire, ça pourrait faire partie de ces nouveaux protocoles. Voilà. Complètement. Et ce qui est cool lors de cette scène-là, c'est que tu as l'occasion de voir le conseil Jedi dans son intégralité à cette période-là. Donc tu vois que tu as toujours Yoda et quelques-uns des C'est ceux qui sont sur la couverture d'ailleurs. Hein. Ouais, Ils voilà. sont sur la couverture. Et ça nous donne donc aussi un visuel, je le montre à l'écran, pour ceux qui ont l'image, du grand maître très vétère, qui est le Jedi qui va être exécuté par Mark Shenro au début du roman. C'est ça. Voilà. Et qu'on va retrouver d'ailleurs dans un épisode, dans le 3e épisode. Voilà, putain, c'est ça. Et après, ce que j'ai bien aimé dans cette mini-histoire aussi, c'est qu'on apprend énormément de choses sur, je te disais, les statu quo du début de la phase 3 dans le roman. Par exemple, le fait que Porter Engle et Avar Kriss sont bloqués dans l'espace Nihil. De l'autre côté du Stormwall, donc on mentionne déjà le Stormwall. En fait, on te met plusieurs petites pistes dans ce comics-là, dans ce numéro-là, et puis dans le comics en général, sur ce que va être le statu quo en début de phase 3. Donc ça, c'était très, très cool. C'est pour ça qu'ils sont très complémentaires et qu'on peut lire l'un sans... On peut lire l'un, ça nous amène des pistes de compréhension pour l'autre, mais si on ne le lit pas, ça ne nous empêche pas de comprendre ce qui se passe dans l'autre médium, en fait. Et je trouve ça super intéressant parce que cette complémentarité, elle ne nuit pas au développement de l'histoire. Complètement. Si tu te skippes, alors peut-être pas les romans adultes à skipper, vu que c'est quand même la partie principale de la Haute République, mais au moins même dans les jeunes adultes. Voilà, si tu skippes les jeunes adultes, si tu skippes les comics dans celui-là, tu as toujours dans les romans, pareil, on le rappelle à chaque critique de roman, tu as toujours des rappels de ce qui se passe dans les autres œuvres, sans que ça soit lourd, que ça soit d'exposition mal faite. Non, c'est tout le temps. Là encore, dans le dernier Temptation, tu vois, ils rabâchent, c'est pas le bon mot, mais ils te reprennent ce qui s'est passé dans les young adultes au cas où tu les aies skippés, quoi. Donc ça, c'est très cool, quoi. Les comics aussi. J'ai beaucoup aimé, alors je sais pas si tu as remarqué, mais il y a le personnage de Kirak Infala, c'est l'espèce de Jedi un peu barbu qui ressemble à Porter Engle, qui va parler à la maître Jedi qui fabrique les sabres, justement. Oui. Et qui est un personnage de Charles Soule lui-même, qui avait introduit dans son super run de Dark Lord of the Seed, de Vador Dark Lord of the Seed, où c'était ce Jedi qui faisait le barrage veau. Déjà, le barrage veau, introduit à l'époque. Attends, je vais te retrouver celui-là. Et qu'on voyait combattre Vador lors de la purge. Pendant la purge, tout à fait. Voilà, c'est un personnage de Soul. Donc c'est cool que Soul il explore son Soulverse. Ouais, c'est le Soulverse. Donc c'est un personnage qui survit donc pendant les 200 ans qui passent. Ah, je l'ai pas du tout fait le lien. Effectivement, maintenant que tu le dis. Alors, c'est vrai, il est balafré à l'époque, je crois, de la série de Charles Soule. Il a pris un petit coup de vieux aussi, effectivement. Un petit coup de vieux, et un petit coup... Oui, aussi, et j'avais pas fait le lien du tout. Maintenant que tu me le dis, ça me saute aux yeux. Mais après, la série Vador est aussi... cette série-là est aussi assez vieille pour qu'on oublie. De la même façon qu'il avait réutilisé Avar Kriss en hologramme pour Luke post-épisode 6. Ah ouais, complètement. Voilà. Donc c'est le Soulverse, ouais. Et puis, après, c'est ça ce que disait Francis, c'est chaque auteur ramène un petit peu son personnage, quoi, mais bon. Moi, ça fait un petit lien, moi j'aime bien. C'est très moderne, hein, ça fait une quinzaine d'années que c'est comme ça. Avant, c'était beaucoup moins présent. Je suis un peu de l'avis de Francis, hein. Moi, je préfère quand les choses, elles sont un petit peu moins... comment dire, elles sont un peu plus croisées. On ne se contente pas de rester... Ouais, voilà. Un peu comme Filoni, hein, parce que je l'aime beaucoup, mais je peux lui reprocher aussi de réutiliser toujours ses propres personnages. C'est ça. Et donc, moi, j'aime bien quand c'est un peu croisé. Par exemple, Filoni nous a ramené Christian Lenoir dans la série Boba Fett. Que cool, je trouve, voilà, par exemple, c'est le genre d'utilisation intelligente qu'on peut faire d'un personnage. Très bon move. Et c'est ce que faisait un petit peu Zan aussi à l'époque. Alors Zan, au début, comme oui, bien sûr. Il croisait ses personnages à lui, mais petit à petit, il a croisé des personnages avec, je sais pas, les Anderson. Bien sûr. Et il y en a un qui sait très bien faire ça, c'est James Luceno, qui sait reprendre la totalité des intrigues de tout le monde, de tous les personnages, et tisser des liens. Ce mec... Enfin, voilà. Donc, ce mec est incroyable. S'il vous plaît, James Luceno, revenez nous voir. On aimerait bien avoir de ce genre d'œuvre. Donc, ça existe. Après, il y en a certains qui sont comme ça et d'autres qui sont comme ça. Moi, je l'accepte aussi. Hein. Voilà.
Voilà. Et pour finir sur ce numéro, j'ai adoré évidemment le retour de Azin Rel. Moi, c'est un personnage que je trouve fascinant, la lecture de ce numéro-là te laisse plus avec des grosses questions, des grosses interrogations, plus que des réponses. Mais voilà, c'est un personnage de la phase 2, on l'a dit, 150 ans plus tôt, qui est toujours là, qui a touché au Nameless un peu trop, qui reste un peu trop en contact avec eux, d'où sa folie. En fait, c'est comme si les Nameless avaient aspiré sa lumière, tu vois, for Light and Life des Jedi. Donc lui, il a plus de lumière en lui, il est plus qu'obscur en fait, donc vraiment donc il a été un peu rejeté de l'ordre Jedi, il est devenu un apostat, tout ça, donc ça c'était plutôt cool quoi. On avait chroniqué avec Julien le manga de la phase 2, Edge of Balance, un équilibre fragile précédent, prologue, où justement on witnessait le comment ce personnage-là était devenu ce qui est devenu dans cette série-là quoi. Donc c'était très très cool. C'est pareil, on vous conseille soit la lecture du manga qui est dispo en France, soit l'écoute de cet épisode-là, parce que ça fait encore un lien entre la phase 2 et la phase 3. Donc ça, c'est et je voulais dire un truc, puis j'ai oublié. Donc c'est pas grave. Ça reviendra, ça te reviendra. Voilà. Donc niveau au dessin pour ce numéro 1, le Robertson, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je suis assez convaincu. C'est pas parfait, mais je le trouve vraiment, vraiment agréable. J'aime bien. J'aime beaucoup son temple Jedi, que j'imagine très très bien en vrai, par exemple. Là où je sais plus quel personnage il y a pas longtemps, je le trouve. Enfin, avait dessiné aussi le temple. Non, c'est le temple Jedi d'Acolyte que je trouvais pas assez raccord avec ce qu'on connaissait. Là, je trouve que ça fonctionne bien. Donc non, j'aime bien ces personnages, ils dessinent bien, on a de belles couleurs, une belle colo. Il y a non, franchement, voilà. Moi, je suis vraiment conquis par ce premier épisode. Tout pareil. Il y a vraiment pas de défaut, je trouve. Les vaisseaux, nickel. La scène nationale est top. Les aliens, magnifiques. J'aime bien le même détail sur l'ambiance, même l'ambiance au niveau des couleurs, c'est assez sombre, c'est vraiment bien. Ouais, c'est plutôt dark, ce qui correspond un petit peu à la situation là, suite à Starlight Bacon. J'ai bien aimé le fait que la Jedi qui fabrique justement ces sabres laser utilise un mini sabre laser pour sculpter les manches. Oui, c'est génial. J'ai adoré le fait qu'on. Alors, je sais pas si ça justifie vraiment le comment nous sommes passés. En plus, toi, tu es un spécialiste, on va dire, un petit peu de genre de détails. Est-ce que c'est là où on passe de ces manches de sabre laser, enfin, je sais pas, ces gardes, comment on appelle ça, super stylé, super détaillé, où avant, tu avais le temps de passer à sculpter ton manche, à faire quelque chose de plus magnifique que pratique, on va dire, à passer à un sabre avec juste un bâton. Mais c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est elle qui le dit, donc c'est génial, quoi. Voilà, alors c'est à partir de là, on ne sait pas. On ne sait pas, voilà. On ne sait pas la conclusion. Parce que, alors, moi, mon analyse depuis la première phase, c'est que la fin de la Haute République va mettre en place, en fait, en partie la façon dont les Jedi sont dans la prélogie et ce qu'on voit un petit peu dans Acolyte. Même s'il y a encore des passerelles avec la Haute République, on se rapproche quand même dans l'état d'esprit et la façon dont ils font les choses. Et je pense que peut-être les manches de sabre, en fait, je vois bien les Jedi dire, OK, on a peut-être besoin d'être un peu plus humble, ou etc. Donc, on va garder nos tenues d'apparat pour vraiment certains moments, mais ça serait bien qu'on reprenne des tenues quand même plus souvent un peu monastiques, etc. Et les sabres laser peuvent aller aussi dans le sens-là. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et pourquoi pas même abandonner certaines couleurs de sabre, comme le sabre blanc ou le sabre rose. Non, le jaune, parce qu'on le retrouve dans Acolyte. Donc, on peut imaginer que celui-là fait partie encore des bonnes couleurs, si on veut, en tout cas à ce moment-là. Et donc, nous rapprocher finalement un peu des Jedi qu'on connaît plus tard. Oui, complètement. Voilà. Donc, pour le numéro 1. Donc, voilà pour ce numéro 1. Et pour le numéro 2, Jean, vas-y. Allez, c'est parti. Donc, là, on va retrouver Avar et Elzar sur Eiram, juste après la chute de Starlight, donc un peu avant le numéro précédent, on va dire. Ils sont en pleine discussion. Avar se sent responsable de la chute de Starlight et de la mort de Stellan Ilios, ayant été le marshal de la station. Elle ne va pas rejoindre les Jedi sur Coruscant, mais se rendre en espace Nihil pour essayer de capturer Mark Monroe. Jean, pourquoi tu nous dis Coruscant? Mais c'est une blague. C'est une blague parce que je sais que j'étais là. Bah ouais. Alors, Coruscant. Parce que c'est comme ça qu'on le prononçait avant que la. Ouais, c'est pour ça. Moi, ça me fait rigoler. Il n'y a pas de raison particulière. Mais quand je l'écris. Non, mais quand ça fait 2 fois aujourd'hui et que je t'avais jamais entendu le dire, je me suis dit, mais pourquoi il le dit? Excuse-moi de t'avoir je crois qu'il y avait. Non, t'inquiète. Non, mais c'est complètement sans raison particulière. Mais je trouve ça rigolo.
Coruscant. Surtout que ça s'écrit Coruscant en plus. Donc, Oui. et à chaque fois que je l'écris, j'y pense, je sais pas pourquoi. Alors que j'ai pas vraiment d'attache à la Alors moi, je prononciation peux du avoir jeu. peut-être un élément de réponse. Je sais pas si tu as joué à ce jeu-là. C'était le jeu X-Wing Alliance. Et non, j'ai pas joué. Et donc ça, c'était un jeu en fait où on était un contrebandier et dans la première scène du jeu, il y a 2 officiers impériaux qui sont sur le pont d'un croiseur interstellaire juste avant le passage en hyperespace et qui nous disent, qui dit à son second, mettez le cap sur Coruscant. Et à l'époque, c'était la première mention audio en fait de Coruscant bien avant que l'épisode 1 ne sorte. Et oui, c'est ça, ça a changé à l'épisode 1. C'est ça. Donc, Avar ne va pas rejoindre les Jedi sur Coruscant, mais se rendre en espace Nihil pour essayer de capturer Mark Yandro. Elle va se retrouver donc, du côté Nihil lors de l'érection du Stormwall, qu'on va vivre en direct, plus ou moins en direct dans ce numéro-là. Puis comment elle va devoir survivre dans la zone d'occlusion hostile aux Jedi. Et en parallèle, on va voir Elzar, lui qui va faire tout pour essayer de communiquer avec Avar, si ce n'est de passer à travers le Stormwall. Donc, voilà un petit peu l'histoire de ce numéro 2. C'est ça. Alors vas-y, donne-nous ton avis. Je commence. Ok. Écoute, tu vas être très redondant, mais j'ai beaucoup aimé ce numéro-là aussi. Alors, niveau scénario, on verra niveau dessin plus tard. Il y aura peut-être un peu plus de choses à dire. Mais moi, j'aime beaucoup la relation Avar-Elzar. Alors, elle a été bien développée là, avec le dernier tome, Temptation, évidemment, vu que c'est les 2 personnages en couverture et c'est vraiment le gros thème de ce tome-là. Avant, je t'avouerai que le personnage d'Elzar, il était intéressant dans la phase 1. Il était très très chiant dans The Eye of Darkness. Il m'avait beaucoup déçu. Alors, oui, très agacé par lui. Ouais, je sais pas. Et puis on était plusieurs dans ce cas-là à le trouver vraiment un peu Jedi ouin-ouin. Voilà. Moi, je trouve pas. Vraiment, ça, tu n'avais pas trouvé. Ouais. J'ai l'impression qu'à chaque chapitre, avec lui, à chaque chapitre, soit il se plaignait, soit il pensait à Stellan, soit il se parlait à Avar. Bref, c'est peut-être une impression. Il faudrait que je relise le bouquin, peut-être c'est juste une impression. Mais là, dans le deuxième bouquin, il est excellent. Là, ce numéro-là, c'est exactement ça, c'est la relation Avar-Elzar. On apprend aussi que Bell est à la recherche de son ami Bouryaga. Donc c'est là le gros spoiler de ce tome-là, c'est que on croit Bouryaga mort à la fin de la phase 1, et en début de phase 3, Bouryaga est là. Donc, voilà. Donc c'est techniquement dans ce tome-là, et dans le recueil de nouvelles dont on parlait un peu avant, où on witness vraiment comment Bell s'est démerdé à retrouver son ami Bouryaga. Là, dans ce tome-là, on a une version un peu rapide, un petit peu résumée de comment il s'y prend. Dans la nouvelle, il faut savoir que c'est beaucoup plus développé, donc si ça vous intéresse, il faudrait la lire parce que c'est une des meilleures nouvelles, écrite par Charles Soule aussi, donc il connaît son truc. Et en fait, c'est une extension de ce numéro-là, du moins la partie Bell et Bouryaga de ce numéro-là, de vraiment comment il s'est démerdé, parce qu'il a pas retrouvé juste comme ça, comme on a l'impression dans ce tome-là. Il s'est passé des mois, enfin peut-être pas des mois, mais des semaines au moins. Si, il s'est passé des mois. Parce que même, on voit que Bell a les cheveux qui ont poussé, même beaucoup. Oui, effectivement. Il a de la barbe, etc. Donc on voit quand même qu'il s'est passé du temps entre les deux. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est très cool. J'ai bien aimé aussi le fait, encore une fois, on reparle un petit peu d'Elzar et sa part de responsabilité dans la destruction de Starlight Beacon, parce qu'il a tué une personne qui aurait pu sauver. Donc tout ça, on l'a appris déjà dans The Fallen Star, mais là, on nous le rappelle pour replonger un petit peu dans ça. Et ça sera un élément aussi d'intrigue dans le roman. Donc c'est intéressant de le rappeler. Tout ça. Le côté Chauncey Yarrow, la mère de Yarrow qui s'est fait buter par Elzar et qui aurait pu sauver la station, tout ça. Donc ça, c'est renommé dans ce numéro-là. On voit, j'ai bien aimé le fait qu'on vit le moment où le Stormwall est érigé, parce qu'en début de Eye of Darkness, donc le premier roman de la phase 3, il est déjà en place. Là, c'est le moment, c'est donc une semaine après la chute, c'est très très rapide. Une semaine après la chute, Mark Yandro et Nihil mettent en place ce mur, emprisonnant donc Avar et Porter dans l'occlusion zone. Même si je suis un peu déçu, on n'a pas eu le visuel de cette structure-là, de cette technologie-là. On nous en parle tout le temps, souvent, mais on n'a pas de visuel. Je suis pas sûr qu'eux-mêmes ils l'aient déjà déterminé. En fait. Voilà, exactement. Et on en parlait encore une fois je ne sais plus dans quelle critique avec Francis, mais c'est un concept qui a un mur dans l'espace. C'est assez compliqué à imaginer. Alors on imagine une espèce de bulle, mais ouais, j'aurais bien aimé l'avoir en visuel. Mais on a les espèces de bouées, les espèces de satellites qui sont reliés les uns aux autres. Donc techniquement, on imagine ça en 3D. Pareil. Dans le jeu, alors j'en reviens sur ce jeu dont je parlais tout à l'heure, mais parce qu'en fait, ce que tu dis me fait penser à ça. Dans le jeu, il y a une mission où il y a des espèces de relais
qui forment une barrière infranchissable également. Et donc, ça forme comme un maillage, un peu comme on voit également dans les Gardiens de la Galaxie, quand les vaisseaux de Nova s'assemblent pour faire une espèce de mur. Et pour moi, en fait, ça se ressemble pas mal. Et quand j'imagine le mur d'orage, je l'imagine à peu près comme ça, avec des relais qui tissent des liens d'énergie entre eux, comme si on avait des branches ou des étoiles à plusieurs bras. Et ça se relie entre eux. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine, en fait. Et je me dis qu'il doit être vraiment grand pour pouvoir ne pas permettre qu'on passe par en dessous. Voilà, c'est ça. Dans l'espace, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Vu la partie de la galaxie qu'il a occlusée, Markion, c'est énorme ça, qu'il ait eu le temps de préparer ça. C'est intéressant dans la narration, je trouve qu'avoir un mur comme ça et puis avoir une espèce de guerre froide en début de phase 3 entre la République et Markion, ça apporte une nouvelle dynamique. Pas que les Nihil soient juste comme ils ont été pendant toute la phase 1, des grosses brutasses qui vont taper tout ce qui bouge. Là, ça apporte quelque chose. C'est un peu gros, mais bon, faut être un peu incrédule et puis ça passe, quoi, je pense. Alors, en revanche, Jean, tu nous dis que la partie Bell et Buriyaga fait partie de cet épisode 2, mais pour moi, c'est clairement l'épisode 3. Hein. Ah merde, je me suis planté. Je me suis mélangé les... Parce que, l'épisode 3 commence avec Bell et Elzar qui regardent l'épave. Complètement. En fait, c'est ça. J'ai mis les notes et en fait, on apprend que Bell est à la recherche de Buriyaga par Avar et Elzar, leur conversation. Mais effectivement, on ne les voit pas du tout de l'épisode. Donc, on verra ça dans l'épisode suivant. Tu as complètement raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Au final, tu nous as résumé l'épisode suivant, puisque Bell va rechercher Buri. Et au final, il va retrouver Buri et ils vont partir en mission. Alors, je finis l'histoire comme ça. Après, on pourra enchaîner sur les critiques éventuellement. Et puis, on n'a pas besoin de refaire le résumé. Puisque Bell, en fait, et Buri vont partir en mission juste avant le mur d'orage avec le grand maître très Véter, donc le fameux maître qui sera donc capturé et exécuté par Marchion au début du roman. Voilà. C'est ça. Alors moi, l'épisode avec Avar et Elzar, je suis un peu mitigé parce que je suis comme toi, j'aime bien j'aime pas Avar. Alors t'aimes pas Avar avant moi, Temptation. Tu vas voir. Moi, j'aimais pas Avar avant Temptation. Okay. Qu'après Temptation, ça va changer. Alors, on verra quand je l'aurai lu. Mais là, Avar, en fait, je l'aimais bien au début de la phase 1, mais là, elle me saoule, en fait, elle me gonfle. Et je sais pas, je trouve que ça fonctionne pas. La relation enfin, là, on l'éteint. Hein. Moi, j'ai pas lu Temptation of the Force, mais je trouve que la relation ne fonctionne pas en tant que telle quand ils sont que deux. C'est-à-dire qu'il manque un élément de l'équation qui est Stellan, qui n'était pas mon personnage préféré, parce que mon personnage préféré, c'est Elzar, des trois, du trio. C'est lui qui a le plus, c'est lui le moins plat, c'est lui qui a le plus de... Oui, bien sûr. De relief, quoi. Il a le plus de relief. Les deux autres, c'est un peu... je suis gentil et je suis la lumière. Et lui, il a un peu plus de nuances. Mais, et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du fait qu'il soit deux. C'est peut-être volontaire, hein. Peut-être parce que justement, le fait qu'il soit mort, ça crée ce déséquilibre entre eux, et peut-être que c'est ce déséquilibre que je ressens. Mais là, elle me gonfle. Et dans le roman, elle me gonfle aussi. Hein. C'est juste que, en fait, quand j'ai des passages avec elle, j'ai envie de passer les chapitres parce que je la supporte plus, en fait. Alors, par contre, j'aime bien qu'elle ne réponde pas à l'appel du conseil à retourner sur Coruscant et qu'elle dise non, moi, je vais faire mon truc. C'est bon, il y en a ras-le-bol. Donc ça lui rapporte un peu de nuance qu'elle n'avait pas. Mais là, je la supporte plus, en fait. Et donc, et autant je trouve que, au final, je préfère suivre Elzar tout seul dans cet épisode que Avar, qui au final, on va la retrouver. Alors là, c'est pareil. Il se passe quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à une confrontation qu'elle va avoir dans le roman. Hein, la confrontation qu'elle a avec les Nihil à l'arrivée, ça ressemble quand même beaucoup à la confrontation qu'elle va avoir au tout début du roman. Je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce truc-là? Mais bon. Ouais, parce que moi je me suis dit, pour essayer de justifier ça, c'est vrai que ça ressemble énormément. Je me suis dit, la nana, elle va rester quasiment 1 an dans cette zone-là. Elle va voyager de planète en planète. Elle va effectivement se bastonner contre pas mal de groupes Nihil qui, eux, essaient par contre soit convertir la population locale à devenir des anti-Jedi, soit à les buter. Donc
tu me diras, bon, que ce soit, On est que ça d'accord, hein, répété, c'est c'est pas c'est des gênant. choses qui peuvent se C'est- répéter, mais c'est Ouais, ouais, vrai que comme il y complètement. avait la confusion du premier épisode et qu'on retrouve là cette espèce de confusion, moi je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, ils se sont mélangés les pinceaux. Et en fait, Ouais. je me dis, c'est pas possible parce que ça se passe avant, donc ça peut pas être le même événement. Non, Donc non, voilà, c'était pas le même événement, je effectivement. reviens pas dessus. En tout cas, je suis un peu plus mitigé pour le scénario de l'épisode. En Mhm. revanche, je trouve les dessins très efficaces. Ils sont pas parfaits. Il y a vraiment il y a des planches qui sont un peu moins bonnes. Il y a Ah, des visages de personnages qui sont moins voilà, réussis. Je suis voilà, le d'accord, je visage. suis tout à fait d'accord. En revanche, il y a des planches magnifiques. Cette planche d'Avar avec son sabre laser qu'elle brandit au-dessus d'elle, je la trouve sublime. C'est pas la seule, hein, mais voilà. Je trouve que ça fonctionne super. Enfin, voilà. Il y a des planches qui fonctionnent très bien. Il y en a d'autres qui sont un peu moins. Ah, celle-là, elle est magnifique aussi. Voilà, baston. Voilà. Franchement, voilà. Mais et Ouais, il y en a certaines. Il y a certaines cases qui sont moins bonnes. ouais, bah, je serais un peu plus sévère, tu vois, parce que moi, c'est vraiment les visages, ça m'a vraiment dérangé, là, tu vois. Alors, Avar, t'as 3 cases différentes et Mm. t'as 3 têtes différentes, en fait. Elle a du mal, c'est Marika Cresta, du coup, à rester constante sur les visages. Donc, Moi, je et en tout comprends. début de numéro, t'as les dialogues entre Avar et Elzar, justement. Pareil, Elzar, pareil, t'as des passages, tu dis, mais attends, ils ont pas du tout la même gueule. Mm. Donc, ça m'a beaucoup dérangé, mais voilà. Le reste, après, j'ai beaucoup aimé, voilà, le fait que Elzar, il est imberbe dans la phase 1, il va devenir barbu dans la phase 3, c'est très con là. Et justement, il va beaucoup se comparer à Stellan pendant Oui. tout le roman, tous les romans d'ailleurs, et puis depuis la mort de Stellan en gros. Et puis il va se comment t'appelles ça, Mais il va se se faire pousser. stélaniser. Voilà, il va se stélaniser en se faisant pousser une petite Ouais. barbe, une petite beubare là qui le rend un petit peu badass. Mais c'est plutôt en début de tome là, enfin, je te montrerai les images, en début de numéro pardon, où je comprenais pas vraiment. Pourtant Marika Crystal, c'est pas une manche à la base. Et là, ces dessins m'ont beaucoup déçu. C'est le dessinateur qui m'a le plus déçu de ce tome-là à cause de ces visages, quoi. Même si c'est pas dégueulasse non plus. Hein. Attends, les phases d'action Non, sont très bien, les vaisseaux, les droïdes, pas de franchement, souci. pour moi, on est quand même sur un album graphiquement parlant qui est au-dessus de ce que font les séries régulières actuellement. Toutes les séries régulières. Ouais, ça dépend le dessinateur en fait, parce que il change beaucoup, donc je sais pas, Mais oui, oui. Mention Effectivement. spéciale pour Vador de Greg Pak et son dessinateur. Ah Je sais ouais, plus qui Yanko c'est, là. d'ailleurs, ouais, voilà. Ouais, il est pas ouf, pas ouf. Mais ouais. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que voilà, pendant toute cette période-là où Avar se bastonne contre Benail pour essayer de survivre et de sauver les gens, ben, Elzar de son côté, lui, va essayer de rentrer. Et justement, il y a un petit passage relativement rigolo, on va dire, entre guillemets, avec son droïde, le droïde qui va complètement Ah l'empêcher parce oui, qu'il oui, est oui, c'est tellement génial ça. voilà, omnibulé à vouloir passer à travers le wall que on a vu dans le roman, bah, ça c'est pareil, c'est comme c'est un tome qui est sorti avant le roman, on n'est pas censé savoir que dans le roman, il y aura pas mal de tests à vouloir passer le Stormwall qui ne marcheront pas, donc on Qui aura pas marche mal pas. de Ouais. vaisseaux se faire éclater contre le wall et se faire complètement détruire. Et là, Elzar était prêt à faire la même connerie, et son droïde a réussi à le sauver, entre guillemets, à temps, avant qu'il fasse la plus Avec un grosse truc super connerie. intelligent, il lui dit Stella n'aurait pas fait ça en fait. Ouais, exactement. Ça, Exactement. Alors, c'est dommage parce que j'aurais préféré, là, pour ce droïde, j'aurais préféré que ce soit Wuyang en fait. Ah, ok. Moi, j'aurais préféré que ce soit Avar, mais bon, dans l'histoire, c'était pas possible, mais que Avar Ouais, intervienne là. non, oui, mais ça aurait pu aussi, ça Ouais, aurait eu mais du t'as raison. sens. Hein. Mais Wong j'aurais qui est préféré que encore ce là. soit Wuyang qu'on aurait pu réintroduire et qui aurait pu avoir ce côté un peu mentor, un peu pisse-froid, ou non, c'est parce que un peu majordome justement, Ouais, ce complètement. qu'il fait un peu à ce moment-là, le droïde. C'est Et vrai. donc, C'est vrai. je trouvais ça intéressant, effectivement. Et Ok, d'ailleurs, ok. on disait, il est en train de se stélaniser, mais même au niveau du comportement, parce qu'au final, c'était quand même l'électron libre, et c'est celui qui va répondre à l'appel de Coruscant et qui va aller un peu dans le sens Mhm. de ce que les Jedi demandent. Donc, c'est C'est quand ça. même, ça, c'est super intéressant quand on suit le personnage depuis le début. Ah oui, complètement, complètement. Mais d'ailleurs, dans le roman, tu le vois, hein, c'est lui qui va dans les meetings avec Oui, la mais oui, chancelière, avec machin. Il se bureaucratise alors que oui, c'était c'est censé ça. être Alors que l'homme c'était lui d'action du truc. voilà, le gars dans la boue, quoi. C'est ça, exactement. Et Exactement. pendant que Avar, elle, tenait ce rôle-là, avec Stellan un petit peu, mais plus Avar Ouais, encore qui était c'est ça. la figure. Donc voilà. Et pour revenir donc sur ce troisième numéro, du coup, on enchaîne directement. J'ai Oui, complètement vas-y. fumé là. Donne ton avis, hein, parce qu'on n'a pas besoin de revenir sur l'histoire, je pense. Ah bah, là encore, en fait, j'ai dit juste avant, quoi, j'ai adoré, pareil, de connaître comment Belle a réussi à retrouver Bury. Mais voilà, en étant cette histoire-là,
en faisant le lien avec le roman, et ça j'ai adoré, c'est pour ça que ce numéro 3, pareil, j'ai adoré cette histoire. Voilà, ça t'explique le statu quo du début du roman, encore une fois. Pratt Reviter, donc le grand Master Jedi, qui va partir en mission avec Bell et Burry qui peuvent pas tenir en place, et qui va se faire capturer par les Nihil, qui va expliquer comment il se fait capturer par les Nihil pour son exécution dans le roman. C'était excellent. Il y a une page, je les montrerai plus tard quand tu feras ta critique, où tu as Pratt Reviter qui arrive à maîtriser les Nihil sans sabre d'une manière géniale, quoi, une espèce de combat un peu à la Tai Chi avec la force, là, c'est vraiment très très stylé. On apprend pas mal de trucs, par contre il y a un truc, un genre de technologie, j'ai plus le nom, qui t'éteint le lightsaber. Alors c'est pas du... c'est quoi Oui, la c'est une espèce matière de la ouais, on dirait qu'il y a une télécommande Ouais, et à distance, elle peut éteindre le sabre. voilà. J'ai trouvé ça un peu. Voilà, le nullifier, voilà. C'est nullifier que je trouve ultra utile, ok. Là, c'est l'inhibiteur de sabre laser, traduit en français. Donc, Voilà, exactement. Mais alors on le retrouve vite fait il était déjà là dans The Rising Storm et vite fait dans Eye of Darkness, il est là aussi. Mais mais c'est tout, quoi. Alors que c'est une techno que, je sais pas, chaque commandant Nihil devait bien avoir. sûr. Parce que c'est Et ultra même utile, quoi. chaque Nihil, en fait, Ouais, devrait chaque l'avoir. Nihil, s'il y a moyen de le. Ouais. Ça n'a pas de sens. Donc ça m'a surpris, mais bon, il fallait éteindre le sable laser, il fallait montrer que Pat Reviter, il pouvait botter des culs sans. Donc ça, c'était très cool. Et voilà, quoi. Et le duo, toujours le duo Burry-Bell, qui est une constante quand on lit les romans, qui se retrouve là et qu'on retrouvera dans les romans adultes, la phase 3. Donc ça, c'est très cool. Et oui, j'ai oublié le détail, on voit justement le protocole oblige, donc on les voit être sacrés chevaliers Jedi, alors que c'était 2 Padawan, hein. Et j'ai beaucoup aimé que ça soit donc Indira, qui est la maître de Bell, suite à la mort de Loden dans le premier roman. Donc c'est la maître de Bell qui va un peu couper sa mèche, et c'est Arkoff, qui est un autre Wookiee Jedi, mais qui n'est pas le maître de Buryaga. Buryaga, il a perdu sa maître. Naka non plus. Voilà, c'est pas Kelnaka non plus, c'est un autre qu'on voyait aussi dans la phase 2, donc encore une fois, des petits liens à la phase 2, donc ça fait plaisir, qui les sacre chevaliers Jedi, et qui... C'est celui qui est dans le manga ou pas? C'est celui qui est dans le manga, exactement. Ouais, ok, d'accord. Dans la phase 2 et dans la phase 1, effectivement, il est aussi dans la phase 1 avec Lily, Oui, l'héroïne du tome. Donc ouais, très très cool ce numéro. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, pareil, je vais être partagé. J'ai l'impression de me répéter, mais là, pareil, Burry et Bell, ça me gonfle. Ah, merci. J'en peux plus. Je trouvais que ça pouvait être sympa par petites touches. Là, j'aime. Je sais pas. C'est pas que leur duo fonctionne pas. J'ai du mal en fait à le déterminer, mais ça me. Est-ce que c'est pas le fait que leurs aventures entre eux sont trop redondantes, en fait? On voit toujours la Ouais, même chose. c'est ça. Ouais. En fait, c'est ce que j'allais dire. Il y a rien qui change, c'est toujours la même chose. Et ça me saoule. Je serais d'accord. Ça me saoule, Charles. Ça me saoule. Maintenant, j'ai préféré la deuxième partie, donc c'est-à-dire à partir du moment où ils arrivent au temple. Donc je trouve qu'il y a des passages qui sont intéressants. Et puis évidemment la mission, parce qu'elle va nous montrer un grand maître Jedi en action. Comme tu l'as dit, c'était effectivement assez réussi de voir qu'il était très puissant et qu'il allait en plus. Parce que moi, j'ai vraiment été marqué par cette scène dans le roman où il est vraiment réduit. Pas à l'état d'enfant, mais il est absolument terrorisé et sans aucun moyen de faire face à la terreur sans nom, au Nameless. Et ça fait le contraste et ça se dit waouh, ok. Donc ça nous met un peu l'échelle de puissance aussi des Nameless, même si on l'avait entreaperçu, qu'on ait suivi la fin de la phase 1 ou la phase 2. Mais là, je trouve que ça rajoute vraiment un élément hyper intriguant à cette menace. Et j'ai hâte de savoir en fait comment ils vont réussir peut-être pas à la vaincre, mais à la confiner pour qu'on n'en entende plus parler encore des centaines d'années plus tard. Et puis, finalement, ça nous donne un peu de background aussi sur ce démarrage de roman, puisqu'on commence avec le maître Pratt Reviter qui est en fait amené pour son exécution. Donc, on sait qu'il a été capturé. Et là, on le voit. Et donc, tout ça, c'est intéressant. Les scènes au temple, je les trouve intéressantes. Pareil, encore une fois, je trouve qu'on a un temple Jedi qui ressemble vraiment au temple qu'on connaît. Et toute cette partie-là, elle m'intéresse. Là, j'aime bien la relation entre Burry et Bell. Donc, tu nous passes des images à l'écran, par exemple. Là où je trouve que quand il essaie de le retrouver, où ils vivent des aventures, c'est un petit peu chiant. Il y a aussi une case qui est super intéressante, c'est quand ils arrivent sur la planète, ils sont tous les trois, ils allument leur sabre, qui est vraiment une planche que je trouve vraiment efficace. Là, c'est pour le côté graphique, où les trois Jedi font front commun. Voilà,
où je trouve que là, je me dis, waouh, je les aurai en face de moi, là, ils sont là, ils allument tous les trois leur sabre laser, je ferai pas les malins, quoi. D'une position différente, vraiment C'est ça. stylée. Ça fait très comics, c'est vrai. Très comics, mais Mais je peux tout à fait l'imaginer en film. Mhm. Peut-être que Burry serait pas aussi penché ou accroupi, ou je sais pas trop dans la position dans laquelle il est, mais je trouve que ça pourrait fonctionner quand même assez bien. Ouais. Donc voilà. Après, graphiquement, je trouve que l'épisode il est très solide. Pareil, hein, c'est pas parfait, mais on a peut-être des dessinateurs qui seront la prochaine génération, et je me dis, si au démarrage de leur carrière ils sont déjà aussi bien, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Parce que je connais des grands noms qui sont des grands noms aujourd'hui du comics et qui ont démarré avec des dessins que je pouvais pas avoir en peinture, quoi, vraiment. Oui. Ah ouais, non mais vraiment, j'ai plus d'exemples en tête, mais il y en avait un qui m'avait marqué. Je crois que c'est Giuseppe Camuncoli, que je trouvais dégueulasse sur ses premiers épisodes quand il arrivait chez Marvel au début de sa carrière, et qui aujourd'hui fait quand même des planches qui sont assez sympas. Mais il y en a d'autres. Et donc voilà, je trouve que c'est efficace. Pareil, toujours la colorisation qui est vraiment bien. Donc c'est pas si sombre que l'épisode 1, mais c'est vraiment riche, c'est coloré. Pareil, quand ils sont au temple, ça fourmille. Dans l'arrière-plan, on a des personnages. Il y en a qui lisent, il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du sabre. Donc c'est un peu foisonnant. Et c'est ça que j'aime bien. En plus, on rappelle quand même que scénaristiquement parlant, on a rappelé tous les Jedi sur Coruscant, donc effectivement, ça doit faire du monde au temple, même si le temple est grand. Ça veut dire que il n'y a pas un couloir où il n'y a pas une dizaine de Jedi, quoi. Donc ça, pour le coup, ça fonctionne bien. Je suis complètement d'accord avec toi. À niveau dessin, il m'a beaucoup plus plu que le numéro précédent, notamment au niveau des visages, là, qui me dérange pas du tout. Le côté cartoony dû à la couleur, mais là, c'est dommage de ne pas avoir gardé ce ton du numéro 1. Ah ouais, à partir du 2. Ouais, 2 et 3, c'est un peu plus coloré, donc un peu moins grave, on va dire. Alors que bon, la situation l'est. C'est vrai que mais même scénaristiquement, je rebondis, Jean, je suis désolé, mais c'est peut-être ça qui m'a gêné, c'est que le ton est beaucoup plus léger que les 2 premiers épisodes. Et peut-être qu'en avoir enchaîné les 3, je me suis dit que ça cassait un petit peu le rythme de ce qu'on avait vu avant. Et en plus, comme c'était Burry et Belle, peut-être que ça m'a encore plus agacé. Après, il y a juste le fait que le gars, il laisse pousser sa beubare et ses cheveux. Il a 20 ans de plus. Il se les rase. Il reprend 20 ans de moins. Et il moins. s'est passé 6 mois, quoi. Voilà. Donc, c'est un détail. D'accord. Moi, je le trouve très, très stylé avec sa barbe et ses dreads. Dommage qu'il les garde pas. Il se rase tout au bout d'un moment. Mais oui, c'est vrai que je n'avais pas noté, mais les fonds, il y a très peu de cases sans arrière-plan. C'est pas vide, hein. Non, c'est pas vide. C'est rarement vide. Quand c'est vide, c'est justifié. Ce sont des couloirs ou des trucs comme ça, ou le temple là où ils sont sacrés. Mais c'est super bien dessiné. Et Burry, c'est un Wookiee, et faut le rappeler, Wookiee, c'est comme le Jabba, c'est comme Yoda. C'est pas évident. Ça n'a pas l'air évident, en tout cas. Et il s'en sort bien, je suis d'accord. Il s'en sort plutôt bien. Quand il le retrouve là sur la planète Eiram, tu vois un petit peu maigrichon, et c'était ça, quoi. Le gars, pendant des mois, il a bouffé que des algues, donc c'est un Wookiee tout maigrichon qui refait surface. On le voit bien, et puis on revoit, on peut prendre du poil de la bête pour aller buter les Nihil à la fin, et ça fait extrêmement bien le lien avec le roman. J'ai adoré ce numéro. Voilà. Tout à fait. Et pour le dernier, là, ça va être intéressant, parce qu'on va se retrouver du point de vue des Nihil. Donc on est une semaine après la chute de l'étoile. Le Stormwall est donc érigé par Marc Andro. On voit Ghira Staros, qui est son allié, son amante, ancienne sénatrice, qui lui demande quelle est la suite, une fois que tu en es là, tu as érigé le wall, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Ro, lui, il n'a pas l'air de faire grand-chose de plus, même 4 mois après la conquête d'une partie de la galaxie. Il reste sur son trône à rien branler. D'ailleurs, c'est ce qu'elle lui reproche dans le roman. Hein. Oui, voilà, exactement. Il va quand même cependant tenter d'éteindre toute rébellion au sein de son espace Nihil, dont une planète qui s'appelle Sarumo et qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Parmi le conseiller de guerre de cette planète se retrouve la générale Viss, qui va trahir les siens et offrir la planète à Ro, sans même qu'il ait à combattre. Cela va plaire à Marc Andro, qui va l'embaucher au sein des Nihil. Il va aussi embaucher Boulan, un prisonnier itorian qui s'y connaît en Nameless, et voilà, le numéro finit sur ça, presque 1 an après la chute de Starlight, donc après une petite ellipse à la fin de ce numéro-là, où Ro a l'air d'avoir de sales plans pour Coruscant. Je crois que c'est Coruscant qui essaie de saisir à la fin. Voilà. Et d'ailleurs, c'est presque la scène introductive du roman, puisque dans les dernières pages, elle dit tu as encore ce maître Jedi que tu dois tuer, et donc on pourrait imaginer que c'est le chapitre d'avant le roman, quoi.
pour D'accord. et donc pareil, un truc intéressant, c'est que donc comment dire, la trahison de la générale Wirth et sa défection pour rejoindre Mark Shenro, c'est également un élément qui nous est raconté dans le roman, mais par contre là, on nous le raconte bien sous forme d'un flashback. Enfin, c'est pas vraiment un flashback, mais on nous explique que c'est ça qui s'est passé. Et donc, pour le coup, on n'a pas cette confusion qu'on peut avoir dans les autres épisodes avant, où on retrouve des éléments qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a lu, mais pas à la même époque. Là, on sait que ça se passe dans le passé, donc là, c'est raccord. Alors, je sais plus si toi qui avais commencé ou c'était moi. Donc, vas-y, vu que tu as la parole, si tu veux continuer sur ce que tu as pensé. Alors, c'est peut-être l'épisode qui m'a le moins intéressé, en tout cas scénaristiquement parlant, parce que c'est peut-être celui où on apprend, enfin, c'est pas qu'on apprend le moins de choses, mais je trouve qu'il s'y passe pas grand-chose. Voilà. En plus, si on a lu le début du roman, on sait que ces choses-là sont déjà arrivées. Donc voilà, maintenant, je trouve que c'est sympa de voir en image le flashback qu'on nous a raconté sur la générale, parce que c'est intéressant de pouvoir mettre des images sur quelque chose qu'on a lu. Donc ça c'est la partie que je trouve sympathique. Alors en plus, c'est pareil, elle a un petit côté Général Grievous. D'ailleurs, je me demande, il faudrait vérifier, si c'est pas si le look du personnage n'était pas celui d'un Kalish dans les Art of de l'épisode 3. Là, je les ai pas avec moi, donc j'ai pas vérifié, mais j'ai l'impression qu'il y a des similarités avec un des Art of de Grievous. Et en plus, elle collectionne, elle aussi, dans son manteau, cap, les sabres laser de Jedi qu'elle a tués. Elle en a d'ailleurs plus que le Général Grievous, donc elle est quand même plus efficace. Donc ça, c'est pas mal. Alors, c'est tout, puisqu'il ne se passe pas grand-chose. Et en revanche, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est du côté graphique, c'est qu'on n'a pas l'habitude, enfin, si, parce qu'on les voyait quand même pas mal dans la première série de comics, mais on voit beaucoup de Nihil, beaucoup de vaisseaux, beaucoup d'orages, de tempêtes. On a la salle de Marchion avec son trône, donc on a plein de Nihil, et on sait que les Nihil, c'est très hétéroclite. Et là, on a un peu cette richesse qui foisonne, et ça, c'est intéressant. On voit aussi qu'il aime bien mettre son symbole de l'œil un peu partout, on le retrouve sur les vaisseaux, les bâtiments, etc. Donc il y a quand même ce côté un peu conquérant, pirate un peu, je dirais, où voilà, j'ai conquis ma base et je mets mon logo dessus. Et donc niveau graphique, je le trouve assez efficace sans être exceptionnel. Il y a une planche où c'est Jira Staros qui est je sais plus, qu'on voit sur une planche où je la trouve magnifiquement dessinée, elle est toute fine. Ah oui, je vois. Je la vois un peu en plan quasiment. Voilà, elle est toute en pied. Je trouve que on comprend pourquoi il est intéressé par elle, hein, physiquement. C'est quand même un personnage qui est assez joli. Voilà, c'est cette planche que tu affiches à l'écran. C'est l'ancêtre faut le rappeler, c'est l'ancêtre de Sana Staros. De Sana Staros. Voilà. Et je trouve que, alors après c'est du comics, donc rien de plus ressemblant à un personnage black peut-être qu'un autre personnage black, mais j'ai l'impression de voir un peu, des traits de Sana, donc je trouve que ça fonctionne bien, en tout cas avec ce dessinateur-là. Et voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est que on voit un petit peu, donc ça nous donne un peu de background visuel sur les Nihil. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, côté scénaristique, pour moi, c'est pas officiel. Ouais, en plus. Justement, moi, je vais être un peu à l'opposé parce que contrairement, comme les 3 premières histoires, j'ai adoré cette histoire-là. Justement parce qu'on est au Cernahil et qu'on apprend un peu ce qui s'y passe pendant ces 1 an là, qui sépare les phases 1 et 3. Peut-être, alors il faudrait rappeler les dates, mais je ne sais plus trop si ce numéro était sorti encore avant le roman ou pendant ou après, je ne sais pas. Mais ouais, le fait d'avoir lu le roman avant, peut-être que tu as moins de surprises sur. En fait, il t'explique un petit peu, encore une fois, je répète, le statu quo des Nihil, hein, parce que les Nihil sont plus composés en tempête et en storm, en tout ce que tu veux, en orage, machin. Là, c'est plus en ministre. Donc, techniquement, tu as 3 ministres. Et voilà, tu vois un petit peu le recrutement de 2 des 3 ministres, sachant qu'une, c'est Jira Staros, qui est déjà là. Mais justement, j'ai trouvé ça super intéressant de revoir ou voir, hein, parce que pour Boulan, je crois que, je ne sais pas si c'est redit dans le roman. Le roman, il date un peu. Hein, je t'avoue que tu l'as plus en tête que moi. Donc, je ne sais pas si. Je ne l'ai pas fini, alors.
Ah oui, d'accord. Ok. Donc, Boulan, qui est donc un petit peu le maître, enfin le ministre de. Bah, c'est un peu le chef scientifique de la Ouais, bande, j'allais quoi. dire, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu Voilà. le scientifique qui va Voilà. prendre la tête des expériences, quoi. Voilà, sur les nameless, tout ça. Et voilà, moi, ce que j'adorais dans ce numéro-là aussi, c'est un petit peu l'effet Deadpool Wolverine, c'est tous les petits caméos que tu vois ici et là. Donc, non seulement les deux ministres, enfin les trois ministres, du coup, que tu revois des phases 2 et 3 et un petit peu 1 aussi. Mais non, c'est surtout la phase 2 en fait. Parce que Boulan était présent dans la phase 2, Viz était présent dans la phase 2. Donc, c'est cool qu'il n'ait pas juste fait une phase 2 juste pour pousser la phase 3, que les auteurs aient le temps de développer un petit peu le lore. Là, la phase 2 a vraiment. C'est pas nécessaire, on va dire, mais ça fait plaisir à Ouais, ceux c'est qui du se sont bonus, ouais. donné la peine, voilà, de tout lire, de revoir des personnages ici et là, et même des caméos encore plus comment tu as un petit personnage dans une case, un autre personnage dans cette case-là, tu dis ah c'est ce personnage de ci, c'est ce personnage de là, donc ça fait plaisir. Donc Boulan, tout ça. Voilà, parmi eux, on découvre aussi alors les Shi'ar. Alors c'est marrant parce que Shi'ar, c'est un Ah, groupe comme chez Marvel. Oui, je voilà, me et suis ça fait me la fait penser à réflexion ça. aussi. Je voulais te demander parce que tu dois connaître les Shi'ar chez Oui, Marvel, oui, oui, bien évidemment. sûr. Donc Bien ça sûr. s'écrit pas Les pareil, Shi'ar, mais ça se donc, c'est une prononce. race extraterrestre qui font partie Mhm. de l'univers des X-Men C'est ça, depuis les années 70, c'est ça. Donc Xavier tombe amoureux de donc l'impératrice. l'impératrice. Voilà. C'est trop bien cette partie euh, espace, qu'on appelle ça, de Marvel Ouais, quand les c'est X-Men vont dans l'espace. cosmique. Cosmique, voilà, cosmique Cosmique. de X-Men, j'adore. Et en tout cas, bon, là, les Shi'ar, c'est un peu rien à voir, c'est le groupe d'élite qu'a formé Mark Yonro. Et alors, ça, c'est pareil, tu as des liens avec les comics, c'est un comics jeunesse, c'est complètement débile d'avoir fait ça, mais dans le comics jeunesse, tu as un passage où Mark Yonro va échapper à une tentative d'assassinat, ce qui est normal, hein, toi, tu es leader d'une nation comme ça, donc évidemment, tu vas avoir des tentatives d'assassinat. Il va créer cette espèce de force, task force pour les protéger, quoi. Donc c'est lui qui va nommer 7 Nihil ultra fidèles et tout, qui sont prêts à mourir pour lui, un petit peu à la manière de Mad Max, tu sais, dans les derniers où les Warboys peuvent mourir. Bref, Oui, tout ça. oui. Et là, justement, on voit un personnage, alors je sais pas, est-ce que je pourrais retrouver l'image qu'on avait vu dans le. Alors, tu l'avais peut-être déjà lu, c'était une mini-série qui s'appelle Trails of Shadows de Daniel Roseholder. Et tu avais ce personnage-là là, qu'on voit. Je suis pas très fan de Daniel Roseholder, hein, tu sais. Ouais. Ah ouais, c'est un de ses meilleurs boulots, hein. Même, demande à Ah Francis, il merde. te dira. C'est un de ses meilleurs travaux. C'est un petit peu une espèce d'enquête au sein de la Haute République. Ah Et non, lui, je l'ai pas lu. Oui, oui, je l'ai pas ouais. lu. Il est dans ma liste, mais je l'ai pas lu encore. En français, ça va être quoi, les Oui, Trials of Shadow, c'est quoi je sais plus. Ouais. Je sais plus du tout. Je sais pas. En tout cas, c'est un personnage qui était là et donc qui se retrouve parmi les fameux chiards de Markion ici. C'est voilà, c'est le petit bonus qui fait plaisir. Et donc voilà, les origin story, moi, de Viz, qui est un personnage que j'adore. Je trouve que comme antagoniste, elle est excellente, notamment. Oui, bah, ah ouais, je l'aime Ouais, beaucoup. voilà. Et Voilà. donc, tu dis qu'elle était déjà dans la phase 2, c'est ça? Voilà, je sais pas si tu as lu la mini-série The Blade, encore une fois. Non, The alors Blade. pareil, je l'ai acheté avec les ombres du flambeau, mais je l'ai pas lu encore. Ah, Oui, voilà. donc parce qu'il y a un lien avec elle et la sœur, avec Barash, la sœur Pas le barrage. de De Porter Porter. Rican. Et avec Porter en même temps, parce qu'en fait, Oui, avec techniquement, Porter. ils se rencontrent 150 ans avant, D'accord. tous, Ok. hein, les trois, à cette Ok, ok. époque-là, la première rencontre, et ils vont développer une espèce de rivalité entre eux qui va se reporter sur toute la phase 3 et sur les deux premiers romans, notamment de la phase. Parce La qu'effectivement, phase 3. moi, je suis pas rentré dans la phase 2, donc je me suis arrêté après le premier roman, avec Marda et Kevmo, Ah ouais. et que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas réussi à me passionner, en fait. J'avais pas envie de me réinvestir dans ces personnages Jedi et autres, et donc je suis pas allé plus loin. Et effectivement, quand on commence la phase 3, donc on comprend très bien, hein, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir lu la phase 2 pour comprendre qui est la générale, puisqu'on nous explique, en tout cas, ce Oui. background récent. C'est ça. C'est-à-dire comment elle rejoint Marchion. Et effectivement, ça peut être intéressant maintenant d'aller lire la lame que j'ai à la maison, parce que je l'ai acheté aussi, pour essayer de comprendre les liens, parce que je sais que dans Temptation of the Force, le lien qui sera tissé est beaucoup plus important, même encore. Enfin, ça fera de l'écho avec ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, complètement. Voilà. Ouais, c'est deux personnages qui se répondent, un Porter et Viz, donc c'est super intéressant. donc, voilà. Donc voilà. Et graphiquement, je te rejoins. J'adore le style de David Messina. C'est Messina, hein, ce quatrième. Oui, Ouais, c'est ça. alors, c'est pas du tout réaliste. Coloré aussi. Voilà, toujours aussi coloré. Ah, Alors, coloré. avec des couleurs très bien choisies. J'adore le côté un petit peu sombre et pop. Tu sais, avec des couleurs vraiment violettes. Mais exactement, les c'est narguils, quoi. exactement ce que j'aurais dit, c'est ce côté couleur.
et sombre en même temps, mais ça rend super bien. Ah ouais, c'est magnifique, quoi. C'est super bon, là. Je sais plus qui c'est que la coloriste, mais magnifique. Magnifique. Et les dessins, alors je sais pas, j'arrive pas à mettre un nom sur le style, mais j'aime beaucoup ce style très comic books, plus anguleux, on va dire, moins arrondi. Moi, ça me fait penser à Stuart Timonen, notamment, Mm. mais il y a aussi un autre artiste sur X-Men que je lisais dans les années 2000, que j'ai commencé. Je me demande si c'est pas Capullo, mais je suis pas sûr qu'il ait un style. Salvador Larroca, peut-être. Peut-être la Roca, je sais plus. J'ai des épisodes de X-Men des années 2000-2010 où j'ai ce style-là qui était très très anguleux, encore Ouais, plus marqué il y a que eu dans celui-là. beaucoup de dessinateurs sur les X-Men dans les années 80, Ouais. 2000 Ah oui, et complètement. 2010. Complètement. Ouais. J'ai essayé de le retrouver, j'ai pas réussi, il faudrait que je me ressorte les numéros. Là. Mais ouais, j'adore bon, alors, très, très comic book, hein, encore une fois, moins réaliste. La page d'intro avec Starlight Bacon qui se crache, c'est magnifique, j'adore. J'adore. Et voilà, donc très beau dessin. Guira, superbe, tu l'as dit. Markion, superbe. Rien à dire. Super. Mattia Iacono pour la colorisation. Ah, ok. Voilà, pour l'épisode 4. Je suis en train de regarder sur quoi d'autre il a travaillé. Donc des séries vraiment pas très importantes, du Black Widow, du Hawkeye, Ghost Rider, du Marvel Zombie, un peu de Daredevil. Daredevil de Chip Zdarsky. Donc, Pas un débutant. j'imagine pas du tout cette colorisation sur de Daredevil, bizarrement. Du Iron Heart, on a du Iron Heart toujours, un peu de Venom. Ouais, donc du X-Force. Rien de non plus triple A. Du Carnage, Black, White and Blood. Donc, je pense qu'il a fait le rouge. Il y a quelqu'un qui fait le noir. Bah, il y en a un qui a fait le noir et l'autre qui fait le rouge, quoi. Voilà. Chacun son boulot. Donc voilà. Shadow of Starlight, ouais, bah, c'est ça, c'est l'épisode 4. Je regarde s'il a fait de l'autre Star Wars, mais non, visiblement, il n'a pas encore fait autre chose dans Star Wars. C'est bien ce petit truc-là de Marvel qui propose des galeries de ce qu'ont fait les différents artistes quand tu tapes leur nom sur leur site. Je trouve ça super pratique. Mais tu vois, moi j'aimerais bien qu'ils fassent ça pour. Quoi qu'il y en ait un, il faudrait que j'ai plus là en tête, mais il y a un site qui les regroupe tous, quoi, qui n'y a pas juste Marvel, parce que tu as chaque éditeur qui a évidemment leur page. Mais ça existe. Voilà. Il y en a il y a d'autres sites qui regroupent tout ce qu'ils ont fait ailleurs que dans le comics, quoi. Bon, en tout cas, les covers, est-ce que les covers, on aurait 2-3 mots, parce que là, ça fait déjà 1h30 presque. On va se faire oui. Alors moi, je vais juste préciser que dans la version française, on a uniquement 1 ou 2 couvertures alternatives qui traînent entre les épisodes. On n'a pas de galerie de couverture comme on peut avoir dans le TPB. En revanche, on a deux pages noir et blanc qui sont insérées à la fin donc sans juste ancrées, donc sans bulle. Pour apprécier, donc c'est justement les pages en plus où on voit la maître Jedi qui armurière. Et là, tu nous affiches à l'écran une couverture alternative avec Yoda. Bah, c'est à peu près la seule couverture alternative que je trouve vraiment sympa. Ah oui. Où il est au centre de la chambre du conseil. Ouais. Et je trouve que ça fonctionne super bien. J'aime beaucoup moins les autres. Ben écoute, pareil, on va y aller rapidement. Très déçu par les variantes cover de ce tome-là. Et je trouve même, alors c'est rare pour le signaler, mais généralement, tu as des variantes juste magnifiques, quoi. Oui. Et les régulières sont un peu moins magnifiques. Oui. Et là, c'est un peu l'inverse. Tu vois, les variantes, les 4 régulières qu'on a eues, c'est Phil Noto d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Oui, non, la couverture, la couverture, c'est pas Phil Noto. Je te dis pas. C'est sûr. Non, les 4 régulières, je veux dire. Ah, ça, je sais pas. En tout cas, sur celle de l'album, c'est pas. Non, voilà, celle-là. Oui. Celle-là. Non, celle-là, c'est pas Phil Noto. Hein. Ah, c'est pas Phil Noto. Ah, ouais. J'avais noté que Phil Noto avait fait les 4, mais j'ai peut-être fait. Peut-être, alors que je me trompe, mais pour moi, c'est pas Phil Noto. Je suis en train de chercher le crédit de la couverture française, puisque c'est noté. Si tu as raison, c'est Phil Noto. Autant pour moi. Ah, c'est Phil Noto. Okay. Tu as raison, c'est pas très reconnaissable Phil Noto. Ça fait moins Phil Noto, ouais. Parce qu'en fait, il est plutôt sur des couleurs un peu plus vives d'habitude. Et celle-ci, elle est très sombre. C'est peut-être pour ça que je me suis fait avoir. Oui, c'est peut-être ça. En revanche, celle avec Elzar et l'épave du flambeau stellaire est très, très belle. Ouais. Quand il est encore. Celle-là, on la voit en page 3 du volume. Hein. Ouais, okay. Je vais pas les rechercher, là, ça va prendre du temps. Ils sont au milieu. En VO, ils les mettent, ils alternent au fur et à mesure des numéros. Oui, c'est pareil en français, c'est alterné pour respecter les doubles pages, notamment, pour que ça se colle bien. Mais on les a pas toutes. Mais effectivement, on a celle de Phil Noto dans le volume français. Voilà. En
Ah d'accord, ok. C'est celle de C'est film. déjà pas mal parce que c'est, Ouais. on va le dire encore une fois, C'est les c'est un peu plus sympas. les meilleurs parce que regardez à ce qu'on a. Ouais, Bengal, non. pourtant Bengal, c'est un C'est un dessinateur français, français non? qu'on. Ouais, Ouais, c'est il un me semble. français. Donc Ah elle est ouf. un peu simple. Elle Pour est une couverture ouais, alternative, c'est. ça j'aime pas du tout. Ouais, c'est. Non, Il a fait Ben le Arden. Zar. Voilà. Celle-là, Par contre, on voilà. le reconnaît même pas, Giuseppe Camuncoli, je trouve, sur celle-là. Ah voilà, oui, le fameux Camuncoli. Ouais, le fameux Camuncoli. Mm. Je trouve qu'on le Voilà. reconnaît pas. Donc Par voilà. contre, je vais te montrer voilà, le petit coup de gueule que j'ai eu avec. Alors, c'est le TPB typiquement anglais en VO à Marvel. C'est qu'ils ont squeezé un dessinateur que moi j'adore particulièrement, c'est Takashi Okazaki, donc un dessinateur Ah oui. japonais, d'où son nom, qui a fait aussi des variantes cover pour chaque numéro. Donc, il y en a 4, je te les montre là, Ouais. et qui sont magnifiques. Alors, moi, je les trouve magnifiques. On va voir ce que tu en penses là. Pour le numéro 1, par exemple, il avait mis voilà, ça, Ok. t'as Yoda Je- en mode. Non, c'est du noir et blanc. Ouais. Hein. C'est du noir et blanc Oui, et oui. couleur. En mode. C'est On a, un effet manga. ça me fait penser, là pareil, hein, ça me fait penser à des concept art de Yoda qui avait été dessiné par. Merde. Ah oui, l'épisode 1, là. Non, pas pour l'épisode 1, justement, pour l'épisode 5. Ah, ok, non, ça, Pardon, je pourrais pas te dire. c'est pas d'os, tout ça. Bon, bref, on s'en fout. Ouais. Vous aurez compris de qui je parlais. Donc, vas-y, passe. Ensuite, le numéro 2, donc tu as Ok, ça va être Elzar très et sympa. Jabba. Ok, Ouais. ça va être Un peu sympa. dans le même style. Tu as le Ouais. numéro 3, donc ça, c'est Belle et Bourri, évidemment. C'est Ok. un peu le même style hein, qui reprend. Voilà. Ouais, en fait, on Et- a du noir et blanc ou des teintes de gris et les couleurs enfin, les sabres qui donnent la teinte de couleur, c'est plutôt efficace. Ouais. Et voilà. Et donc, marqué en Et le euros. dernier marqué en euros. Ok, Voilà. ouais, pas mal. Donc, très très bon. Alors moi, c'est dommage de ne pas les avoir retrouvés en fin de tome comme il y a l'habitude chez Marvel en VO. Et tiens, je te montre juste une variante cover du numéro 3. Parce qu'il faut savoir que donc, le numéro 3, j'ai regardé les dates, quand le numéro est sorti, donc la nouvelle parlant de la résurrection entre guillemets de Burial n'était pas encore sortie. Donc c'était vraiment la première œuvre où tu voyais que Burial n'était pas mort en fait. Et donc c'était une cover particulière. Ah, la fameuse, ouais. Donc, Je sais pas alors, si tu ceux l'as qui ne le voient vu. pas, donc on a en fait Star Wars The High Republic Shadow of Starlight, donc le nom de la série, et une couverture totalement noire avec en gros marqué en travers en couleur dorée High Republic, spoiler, avec un point d'exclamation. Ouais. Effectivement, parce que si tu feuillettes le numéro, tu apprends que Buri Yaga est vivant. Et donc, Voilà. on a bien sur un C'était spoiler. un gros spoiler. On n'est pas sur un spoiler de fou non plus. On s'en doutait un petit peu, parce que on retrouve pas le corps. Bourri, Bell, il insiste quand même. Il dit non. En tant qu'on n'a revanche, pas ils nous ont pas, et je ne sais pas s'ils nous ont dit comment il avait fait pour survivre à la chute du flambeau. Mais voilà, Parce que- là, ça, Ça, c'est autre chose. il faut aller dans la nouvelle pour voir les détails. Ok. Donc voilà. Et en plus, pour moi, Buri Yaga, de toute façon, est destiné à un moment donné à mourir, puisqu'on ne le voit pas dans la prélogie. Donc, Techniquement, beaucoup de Jedi, là, voilà, on attend la fin de la phase 3 avec impatience. autant les humains peuvent survivre et mourir de vieillesse, Mhm. pour la plupart d'entre eux, Ouais. autant un Jedi Wookiee, alors à moins qu'on nous dise, oui, non, mais en fait, il était sur une planète et puis il n'a pas survécu à l'Ordre 66. Ou alors il a abandonné l'ordre. Parce que, Ou il a abandonné l'ordre, peut-être. Son destin, entre guillemets, me fait penser un petit peu à Asline. Tu sais, Asline a été touché par les Nameless de façon irréversible. Bourri... Ok, je vais m'arrêter là. Ok. Plus loin, parce que j'ai l'impression que- ouais, non, en fait, ça me parle pas en plus, donc ce que tu as commencé Non, à dire. non. Donc, Ok, voilà. on laisse tomber. En plus, on a dit qu'on spoilait uniquement le roman et le comic. Qui sont sortis à ce moment-là en France. Voilà. T'as raison. Tiens, alors vite fait, ça m'embête parce qu'on est déjà plus d'une heure et demie là. Bon, est-ce que je les squeeze un peu? J'ai pas mal d'easter eggs en fait. D'easter eggs, mais vraiment, c'est du name drop. Allez, viteuf. Lors de la vision de Asdin Rel, qu'on voit dans le numéro 1, on retourne dans les tunnels de Dalna lors de la Night of Sorrow. Et ça, c'est une baston qu'on a vu dans le. Kevmo d'ailleurs. Voilà, exactement. Kevmo, t'es sûr? Kevmo? J'ai un doute maintenant, mais pour moi, peut-être. Non, peut-être t'as raison. Ouais, non. Parce qu'en fait, la Night of Sorrow, c'est une baston qu'il y a eu entre la secte, là, le Pass of the Open Hand, et les Jedi dans Pass of Vengeance, donc le deuxième Young Adult, où tu voyais les Jedi se foutre sur la gueule avec les. Ah non, je confonds alors. Parce que, ouais. Parce que Kevmo, c'était le premier, lui, je pense. Oui, mais c'était aussi dans un souterrain, donc je me suis fait avoir en fait. Ouais, mais t'as raison. Non, parce que oui, les habitants de Dalna, ils habitent dans une espèce de souterrain comme ça. Donc c'est souvent là, quoi. Donc là, c'est vraiment, on voit un petit peu ce qu'a vécu Asdin, donc ça c'était cool. Et comment il a un peu vrillé, quoi. Il a été touché. Alors c'est une version raccourcie de ce qui se passe dans le manga de la phase 2, le mid-tome qui est sorti. Donc voilà, ça c'était cool. On a eu la mention. Ah oui, alors Asdin Rel, il mentionne dans ses visions là, un certain Das Lefbrock. Et c'est lui qui aurait en sa possession le fameux compas, la fameuse boussole qui indiquerait la planète X
donc qui serait la planète Nameless. Et ce Das Levbrock, c'est le personnage principal des deux romans jeunesse de la phase 2, donc Quest for the Hidden City et Quest for Planet X. Donc c'est cool d'avoir juste une mention, et qui disent ah ok d'accord, donc ils se sont rencontrés dans la phase 2, donc Aslin et Das. Il est au courant de ce compas qui permet d'atteindre cette planète-là. Et donc, c'est comme ça qu'il sait quelle ville attaquer, quelle ville exploser à la fin du numéro, quoi. Donc, il y a des liens comme ça. Donc, ça, c'est sympa. Donc, ah oui, tu parlais d'incohérence. Et moi, justement, entre les alternances de sortie de numéro de ce tome-là et le roman, Amber, donc, ce qui est la chienne de Belle, qu'on voit effectivement dans ce tome-là, elle est de retour sur Coruscant dans ce tome-là. Et par contre, dans le numéro 3, on apprend que Porter Engle est allé dans l'Oz avec Amber, en fait. Mais dans le roman, Porter est tout seul, sans Amber, et Amber est de retour avec Belle. Et j'ai cru à une incohérence en me disant, ah, là, ils sont plantés parce que Belle est censée être revenue, mais comment il y a le wall, machin. Et en fait, non, là, on nous explique dans ce tome-là, dans ce numéro 3, que justement, Porter a d'abord ramené Amber à Indira. Indira l'a refilé après à Belle, et puis est reparti en Night Place, et c'est à partir de ce moment-là que le Stormwall est apparu. Donc il n'y a pas de confusion, c'est juste au moment de la publication, ça a été un peu compliqué de joindre les bouts, un petit peu comme l'histoire de Aslin qui se présente au conseil, quoi. Donc ça, voilà. Oui. Voilà. Ensuite, tu as le passage où justement, tu parlais de Bouri qui dessine avec les Young Link là, au Temple Jedi, et on voit qu'il dessine quasiment tous les Jedi décédés lors de la phase 1. Donc, tu as Nibasek, sa maître, tu as Stellan, tu as Estella Maru du Starlight Beacon, tu as Loden, tu as Orbalin, le Jedi un peu blob, là, qui était en espèce de combi, et tu as Obradukli, qui est un champignon à 3 yeux, une espèce de race alien, qu'on voyait surtout dans le comics The High Republic Adventure, donc le pendant jeunesse des comics de la Haute République. Donc, c'est cool. Donc, il faut vraiment se souvenir parce que ça remonte quand même à un certain temps. Ah ouais. Bon, je mentionne pas l'alien, donc Arathab Fab, là, c'est le fameux Shi'ar, donc qu'on avait vu dans cette mini-série aussi, avant qu'il rejoigne les Nihil. Et voilà, après les deux plus gros, c'est le général Viss et Boulan, hein. Donc je vais pas revenir dessus, mais voilà, c'est deux personnages. Alors Boulan, c'est encore plus intéressant, parce que Viss, on le sait, elle a été rencontrée Porter et sa sœur pendant The Blade, mais Boulan, c'est plus intéressant parce que lui, on le voit mais très très furtivement dans Pass of Vengeance, notamment, peut-être pas dans Pass of, le premier Young Adult, Pass of Deceit, je sais plus, mais en tout cas dans Pass of Vengeance, il est là, parce que c'est le fameux Young Link, c'est un jeune membre de la secte, du Pass of the Open Hand, qui va foutre les bombes un petit peu dans les tunnels pour faire exploser les Jedi et tout, et donc là qui a grandi, qui a vieilli et qui est devenu un vieux scientifique et qui a connu les Nameless tout le long de sa vie, hein, en compagnie de Mardaro et puis de Marchion Ro, parce qu'il est resté auprès des... D'ailleurs, il fait référence à Marchion, qu'il a déjà rencontré d'autres Everani, qui est la race des Ro, une race plutôt rare, hein, au sein de l'univers, et donc il a déjà rencontré d'autres Ro, dont les ancêtres Marda et Yana Ro, qui sont dans les Young Adultes de la phase 2. Donc tu as vu, tu as plein de petites miettes de la phase 2 là qui viennent ponctuer ce tome-là, qui fait le pont entre le 1 et le 3, donc je trouve ça très très bien joué de la part de Soul, d'avoir un petit peu réuni tout ça, et encore une fois, de ne pas s'être senti lésé, d'avoir lu la phase 2 qui est effectivement peut être skippable, si vraiment c'est les Jedi de la Haute République phase 1 qui t'intéressent. Voilà, j'arrête. Alors, moi, je vais à un dernier point, parce que dans ce que tu dis, ça soulève quelque chose qui me pose question et qui peut-être m'agace aussi, j'ai pas encore décidé. Tu mentionnes qu'on a déjà des personnages qui étaient vivants pendant la phase 2. On a mentionné tout à l'heure des personnages qui en fait vivent à cette époque et qu'on va retrouver à l'époque de la prélogie, donc qui sont encore vivants. Et en fait, je trouve, enfin, je sais qu'il y a plein de races. Hein. Oui, bien sûr, et je suis d'accord, hein, il n'y a pas de problème sur le fait qu'il y a plein de races aliens qui potentiellement vont vivre longtemps. Et on avait ce reproche il y a longtemps, on se disait oui, alors en fait dans un coin de la galaxie reculée, finalement les mêmes personnages qu'on connaît croisent les mêmes personnages qu'on connaît, et je commence à me dire aussi que voilà, c'est un petit peu est-ce que c'est pas un peu fatigant d'avoir toujours des personnages qui étaient déjà là il y a 200 ans ou qui seront encore là dans 200 ans? Ce sont vraiment des caméos, on va dire. C'est pas des personnages les plus importants, à part Viss, bien sûr, mais on l'avait dit pour des personnages qui n'étaient pas forcément des personnages principaux aussi à l'époque de la saga Skywalker. Et là, je peux faire le même
peut-être le même problématique. Alors évidemment, hein, quand on a introduit un personnage, c'est peut-être plus simple aussi de refaire référence, surtout dans des romans, à un personnage qu'on a déjà introduit, même si c'est pas des personnages principaux. Je sais pas, par je suis pas exemple, encore décidé. Ouais, Kelnaka, tu vois, dans la série, j'aurais préféré que ce soit Buryaga. Et Moi aussi. pourquoi ils ont pas pris Buryaga? C'est complètement con, parce que là, ça faisait Parce que sens. d'autant que ça commence à faire beaucoup de Jedi Wookiee, et j'ai pas de problème avec ça, mais après on n'en voit plus, donc à un moment donné, C'est ça. il y a un problème de cohérence. Alors il peut se passer quelque chose sur Kashyyyk qui fait qu'on rappelle les anciens, les Jedi, et puis ils peuvent plus retourner après, pourquoi pas, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui commence à me déranger. Bon, voilà, c'est pas non plus, essentiel. En tout cas, si tu avais une note et une conclusion à dire pour cet homme-là, alors, qu'est-ce que tu en as pensé en général, au global? La problématique, c'est que j'ai plutôt apprécié les 4 épisodes pris en individuel. Mais je suis resté sur ma faim pour l'ensemble du volume. C'est-à-dire que je ne pensais pas, et ça, parce que j'ai pas été réfléchir avant et que j'ai pas suivi tous les épisodes VO de cette série, à part le premier, je ne pensais pas que c'était une série support qui allait nous faire suivre 4 groupes de personnages à différents moments de cette année, c'est pas un problème, mais 4 groupes de personnages différents ou 4 personnages différents. Et en fait, je reste sur ma faim parce que je m'attendais à plus, dans le sens où j'aurais préféré qu'on prenne l'épisode 1 et qu'on déroule l'épisode 1 sur les 4 épisodes avec peut-être un peu plus de profondeur et un peu plus de ce côté un peu vraiment qui m'a convaincu, c'est-à-dire le côté urgence, etc., que je trouve plus intéressant finalement que suivre ces 3 autres groupes de personnages après. Donc oui, chaque épisode est sympa, mais est-ce que franchement ça vaut l'achat du volume? Je suis pas convaincu. Après, je vais avoir du mal à le saquer sur sa note parce qu'il y a plein de choses qui sont super sympas dedans et que je crache sur du Star Wars qui est pas du tout à la hauteur là-dedans et je peux pas lui mettre une mauvaise note ou une note moyenne, alors que à côté de ça, on a des séries toutes pourries comme Vador et Star Wars, quoi. Ouais. Et qui, elles, n'ont pas de fonction support, mais sont 1000 fois moins intéressantes et réussies que ces 4 épisodes qui, eux, sont interconnectés parce que c'est dans la même période, mais n'ont pas de lien suivi, quoi. Ouais. Donc, je vais lui mettre quand même un 15. C'est pas mal. Ouais, c'est une bonne note. Je ne mets pas toujours des 15 en comics. Hein. Je vais lui mettre quand même un 15. Je vais lui mettre quand même un intérêt d'achat. Vraiment, je pense que ça vaut le coup de l'acheter. Mais effectivement, au moins vous savez, si vous nous avez suivis sur cet épisode en entier, que ce sont des 4 séries 4 épisodes de séries indépendantes, en fait. On pourrait lancer 4 séries régulières à partir de ce volume. Hein. Ouais, complètement. Les 1 an qui se passe entre les 2 phases, il y aurait de quoi, il y a de la matière. Il y aurait de quoi. Mais c'est marrant, j'ai un peu le même sentiment, même si j'étais moins véhément du fait de savoir ça, parce que tu lis le premier numéro, tu es là, ah ouais, putain, super intéressant, on apprend ce qui s'y passe entre les phases. Phase 2, numéro 2, complètement différent, numéro 3, complètement différent, et tu dis, ah ouais, d'accord, donc ça sera un numéro anthologique. Et ça arrive de temps en temps, et là, je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu récemment. Ah oui, pour Ahsoka, je pensais que c'était une série originale. Et quand j'ouvre le premier numéro, je dis, ah merde, non, c'est juste c'est l'adaptation. La transcription, voilà, c'est l'adaptation. Et parfois, ça arrive comme ça, ou peut-être le Dark Maul, Black, White and Red, je pensais avoir le même principe que Dark Vador, et pas du tout, en fait. Donc ouais, effectivement, à la lecture du premier numéro, ou peut-être des 2 premiers, tu te rends compte, en fait, de ce que va être Tom. C'était peut-être pas assez communiqué sur le fait que ça allait être un recueil de nouvelles en comics, je sais pas comment appeler ça. Un tie-in, tu disais, c'est un excellent tie-in. Ouais, c'est un tie-in des romans. Donc voilà, un tie-in des romans. Mais voilà, tu disais, ouais, à recommander. Alors moi, je recommanderais l'achat, évidemment, comme tout ce qui est The High Republic, mais est-ce qu'on pourrait pas recommander ça plutôt à ceux qui sont à jour, on va dire, déjà, sur la Haute République, au moins les romans adultes? Parce qu'après, tout le reste... je suis d'accord avec toi. Je vois pas trop l'intérêt de le lire avant le roman. On sait que Star Wars, c'est pas dans l'ordre, donc c'est pas gênant. Il n'y a rien qui, en lisant le roman, et c'est pour ça que je suis embêté par ce volume, parce que si je lis le roman et que je ne vais pas lire le comics, finalement, il me manque rien.
Ah, voilà. Mais par contre, si tu lis le comics, que ça soit avant ou après le roman, là, je pourrais pas dire, mais Oui, oui, non, ça je suis ça apporte d'accord, quelque chose. Ça apporte ça quelque apporte chose quelque chose. Je d'intéressant. suis d'accord. Ça rajoute des pièces au grand canevas de la Mhm. trame de la Haute République. C'est ce qu'on reproche, tu sais, à la postlogie, de ne pas avoir assez Mhm. de background, de lore, et là, c'est ce Mhm. qu'on va avoir avec la série régulière sur Jakku, là. Et je trouve que ça remplit un petit peu ce rôle-là, ce tome-là. Je suis Donc, d'accord. Non, je suis pas d'accord avec toi. indispensable, mais quand même à conseiller, hein. Une fois que tu l'as lu, tu te dis, ah ouais, ce serait cool de faire découvrir ça à plus de monde, parce que ça reste intéressant, encore une fois, si tu Et, as et je rajoute, encore une fois, d'autant que ça nous apporte des éléments graphiques sur quelque chose où, un, on n'a pas forcément l'habitude de les avoir, et deux, Oui. là, on les a lus peut-être avant, et on peut mettre les éléments graphiques derrière en disant, OK, quand je continuerai ma lecture avec Temptation of the Force, par exemple, OK, je pourrais garder la générale Vice en tête, pardon, je sais à quoi elle ressemble, Balloon ou Belle, même Belle avec son nouveau look, pourquoi pas? Ça Ouais. peut avoir un intérêt. Il y a même la lieutenant, là, j'ai plus le nom, là, qu'on voit furtivement dans ce tome-là, la Oui, lieutenant de Vice. de la République. Ah non, la lieutenant Ouais, de Vice, oui, pardon. Oui, ouais, oui, effectivement. qui est l'antagoniste principal à Oui, tout à Bourri et fait. Belle pendant tout Eye of Darkness, et on la voit là pour de vrai. Et c'est la seule fois qu'on la verra, hein, je veux dire, en dessin ou quoi que ce soit, quoi. Donc, Et cette c'est partie-là, c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant. ouais. Ouais, et ben, pour finir, moi j'avais mis un bon 18, hein, parce que je t'avoue que, Mmh. à part les dessins de Marika Cresta un poil décevant, et le fait de ne pas avoir mis les variantes de Takeshi Okazaki, bon, voilà, ça c'est un détail à la con. Voilà, j'ai passé un très très bon moment, que ce soit en lecture par numéro, par tome. Là, le relire plusieurs fois, parce qu'on a mis du temps à se planifier ce Ouais, jeu ouais. pour enregistrer, donc il a fallu le relire un peu, mais c'est toujours un plaisir, j'adore, c'est très très bon. La bonne cam Star Wars, ça fait plaisir. Et ben voilà, sur ces bonnes notes, Ouais. on va pouvoir conclure cette émission, on va pouvoir se quitter. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir, soit dans les commentaires YouTube, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord, vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce, partager l'émission. Donc pour ceux qui auraient vu, en fait, Jean avait lancé le petit bandeau vidéo, et donc j'avais plus qu'à suivre les indications. Pour nous suivre sur les réseaux, donc Facebook Star Wars en direct podcast, sur les réseaux Meta, autres, on sera sur SW en direct. Sur Blue Sky, ça sera SW en direct.bsky.social. Et avec tout ça, normalement, vous ne devriez pas nous manquer ni manquer nos épisodes. On a des émissions récentes qui vont arriver, Jean? Oui, ben alors, je te pose la question en direct, là, je sais pas du tout ce que tu vas répondre. Est-ce que tu es partant pour critiquer un tome de Dark Vador avec moi? Non. Non, Non, non. je m'attendais à la réponse, ok. Bon, Non. on fera ça avec Francis, j'imagine, le tome 8, donc l'avant-dernier tome de la série Star Wars 2020, qu'on va faire avec Francis, et Afra qui a son tome numéro 7. C'est le tome final, je crois. Et c'est le tome final, voilà. C'est Ouais, le tome c'est final qui comporte 9 numéros, plus un petit one-shot à la fin. Ah, Ça va être, c'est vraiment l'inverse de celui-là qui en comporte que 4. Hein. ouais, voilà, oui, complètement. Ça arrive de temps en temps à avoir des gros tomes comme ça, donc ça va être intéressant. Et en roman, là, ce mois-ci est sorti Tears of the Nameless, qui est le roman young adulte de George Mann, je crois, qui est sorti ce mois-ci en papier, qui sort le mois prochain en audio. Donc, on va attendre que ça sorte en audio, on va se l'écouter, puis on se fera une petite critique aussi avec ceux qui sont dispo. Voilà, en littérature, ce qui est prévu. Donc voilà, les émissions de littérature à venir. Donc, de toute façon, vous ne manquerez pas d'émissions de littérature, comme d'habitude, sur Star Wars en direct. Eh bien, Jean, au nom de Jean, pardon, au nom de moi-même et de toute l'équipe de Star Wars en direct, merci d'avoir été à l'écoute, et que la force soit avec vous.